On est chaud à Toulouse, Gilets jaunes, gagnez votre métier. Salut à tous sur Web Radio Crochet. Là, vous avez entendu un petit extrait de manifestation, d'une des nombreuses manifestations des Gilets jaunes. Nous, ici, on était curieux de parler de ce sujet 4 mois après le début. Et voilà, du coup, pour ça, on a invité des gens de Rouen dans la rue, un média rouennais, du coup, bien évidemment. Et donc, salut à vous tous, déjà. Salut. Pour commencer, ma première question, ça tourne autour de votre premier article que vous avez publié sur le site Rouen dans la rue, le 13 novembre 2018, qui s'intitulait « Gilets jaunes en voiture, note sur le 17 novembre ». Ma question, c'est plutôt autour de l'intuition qui a fait partie de votre média à ce moment-là sur le mouvement, puisque c'était encore un peu flou. On ne savait pas trop où ça allait aller. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, en tout cas, pour vous? Comment vous avez vécu le début de mouvement et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? En gros, comment ça s'est passé pour nous? Je dirais que fin octobre, sur les réseaux sociaux, on a commencé à avoir tout un tas de visuels et de trucs qui commençaient à circuler autour de la question de la taxe carburant. Voilà, donc notamment les premiers visuels, je sais pas si vous vous souvenez, les plaques d'immatriculation avec marqué plein le cul, les drapeaux bleu, blanc, rouge, etc., etc. Du coup, on a commencé à se dire qu'il se passait quelque chose, notamment aussi parce qu'il y avait tout un tas de groupes Facebook locaux qui s'appelaient Blocage National, d'ailleurs, au début. Voilà, qu'on commençait à proliférer sur la toile, avec cette date qui est arrivée assez rapidement, une date pour une action. L'action, c'était bloquer la France, voilà, le 17 novembre. Et donc là, nous, on s'est dit, bah, tiens, il y a quand même des gens, des milliers de gens, des vidéos qui sont vues des milliers de fois, enfin des millions de fois même, qui circulent, il y a peut-être un truc qui se passe, quoi. On a commencé à regarder ça un peu plus près, et en fait, rapidement, le truc qui s'est passé, c'est que toute la sphère, on va dire, de gauche, et même de gauche radicale, qui a commencé à voir ce truc-là arriver, a commencé à être plutôt hostile à l'égard de ce mouvement-là. Très rapidement parce que historiquement toutes les luttes qu'auraient démarré sur des questions de taxes seraient plutôt liées à la droite et notamment au poujadisme et voilà tout un tas de trucs comme ça. Donc évidemment il y avait toute une... C'était aussi soutenu par Marine Le Pen et Dupont-Aignan. À la base, les premiers politiques qui ont commencé à parler des Gilets jaunes, c'était quand même des gens qui étaient d'extrême droite, donc de droite et d'extrême droite. Ouais. Du coup, aussi. Donc voilà en fait tout un tas de motifs en fait qui voilà, à partir desquels on va dire la gauche était plus ou moins hostile à ce mouvement-là. Voilà, et aussi toutes les sphères écolo évidemment qui disaient bah non en fait c'est des gens qui réclament le droit de polluer, etc., etc. Du coup il y a eu tous ces trucs-là. Et nous de notre côté on sortait d'une année voilà, l'année 2018 où finalement, enfin même depuis l'élection de Macron qui a à peu près défoncé tu vois, tout sur le plan social, enfin voilà, il a mené tout un tas d'attaques et à aucun moment il y a eu des réponses à la hauteur dans la rue. Voilà, tout ce qui a été tenté avec les cheminots, les syndicats, différents épisodes de grève, etc. Tout a été défait. On peut citer aussi la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où voilà, ça a été le premier gouvernement à assumer, disons, la confrontation militaire voilà, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, toute une série en fait voilà, d'échecs sur le plan de la contestation dans la rue. Et finalement, là, on se disait, mais ce truc-là pourrait être, je sais pas, une espèce un motif suffisamment transversal à la société française pour en fait voilà, retrouver une conflictualité à la hauteur et quelque chose qui pourrait, enfin en tout cas dès le départ, qui avait d'autres codes que ceux habituellement institués par la contestation classique, quoi. Et surtout qu'en plus, on avait vu que sur Facebook, ça marchait énormément. Il y avait des millions de vues. Ça en parlait. Enfin, il y avait beaucoup de groupes qui se montaient, mais qui après très concrètement, physiquement, il y avait des rassemblements qui étaient appelés sur des parkings pour pouvoir s'organiser. Avant le 17 novembre, 10 jours avant, peut-être ça a commencé 10 jours avant, on voyait qu'en fait, des gens se voyaient physiquement pour pouvoir organiser les blocages et que c'était des centaines de personnes qui allaient se voir, qui se connaissaient pas et qui s'étaient vues juste sur Facebook, qui s'étaient organisées juste à partir de Facebook pour pouvoir s'organiser en vue des blocages du 17 novembre. Et même aussi dans le sud de la France, il me semble, qu'il y avait déjà des premiers blocages de périphériques, de gilets jaunes, qui commençaient à s'organiser en vue de faire des appels au 17 novembre. Ouais, parce que c'est vrai que l'une des grandes premières questions, c'était de savoir est-ce que ce mouvement allait sortir
voilà, de la sphère virtuelle, quoi. Et effectivement, début novembre, il y a eu un espèce de blocage. Enfin, non, déjà, le premier élément, c'est que très rapidement, il y a eu l'appel à mettre des gilets jaunes sur l'avant des véhicules. Et donc, début novembre, quand tu commences à croiser 10, 15, 20, 30, quand tu vas, notamment quand tu sors de Rouen, en fait, quand tu vas dans la campagne autour de Rouen, là, tu commences à avoir une profusion de gilets jaunes à l'avant. Tu vois tes oncles, tes cousins, cousines qui ont des gilets jaunes. Là, tu dis, oui, effectivement, c'est peut-être qu'il se passe quelque chose, quoi. Et voilà, effectivement, début novembre, il y a eu, je crois que c'était dans le Jura, une préaction, disons avant le 17. Et là, on a vu, en fait, ouais, il y avait, je crois, 400 ou 500 personnes qui ont bloqué un pont, qui se sont rassemblées devant une sous-préfecture. Et du coup, de là, les groupes locaux se sont dit, bah, en fait, il faut qu'on se voit, il faut qu'on organise le 17. Donc là, déjà, on avait un peu les premiers éléments qui nous faisaient dire qu'il se passait quelque chose. Et peut-être l'élément à rajouter, c'est que dans les réunions pré-17 novembre à Rouen, voilà, le truc qui était assez significatif, c'est qu'il n'y avait aucun militant. C'était en fait que des gens, mais ultra lambda. Enfin, tu vois, des gens super lambda, quoi. Et nous, enfin, moi. Je voulais rebondir sur ce que tu dis parce que moi, venant de la campagne, déjà, je les ai vus, les gilets jaunes sur les voitures, mais j'avais aussi le discours plutôt d'extrême droite qui me parvenait. Et alors, je vous pose la question, en fait, est-ce que le fait d'avoir été un média vous a facilité le fait d'aller sur les ronds-points ou d'aller aux réunions? Parce que moi, en tant que militant, j'ai eu une espèce de phase de doute de est-ce que j'ai ma place dans ce mouvement-là ou est-ce que finalement je me fais happer par un mouvement qui idéologiquement va pas dans mon sens? Et donc, il y a cette forme d'hésitation où je me suis fait prendre un peu au piège de la gauche, un peu traditionnelle ou radicale, de je sais pas trop comment voir le mouvement. Il a fallu un petit temps de latence. Est-ce que vous, le fait d'être un média, vous a aidé ou est-ce que non, c'était vraiment beaucoup plus individuel? Mais voilà, c'était ma question. Avant même de se poser la question comme média, effectivement c'était plus facile d'intervenir en tant que média, mais c'est que dans ces fameuses réunions avant le 17 novembre sur les parkings, il a fallu poser très franchement et très sincèrement la question. De dire voilà, c'est soutenu par Marine Le Pen, c'est soutenu par Dupont-Aignan. Qu'est-ce que vous faites de ça? Vous vous dites apolitique et pour autant il y a ces soutiens-là. Et donc du coup nous sincèrement on est plutôt de gauche. Tous nos amis qui sont dans les luttes syndicales sont de gauche. C'est assez rebutant en fait et au final la réponse a été non, on est un mouvement politique, on n'accepte aucun soutien politique et la droite elle ne viendra pas récupérer ce mouvement. Moi, je voudrais dire un truc, c'est que quand même au départ il y avait tu parlais de l'intuition qui nous avait en gros qui avait éveillé notre curiosité. C'est sûr que moi-même la première fois que j'ai vu ça, la première fois qu'on en a parlé un peu sous forme de blague, parce qu'on a vu que l'appel tournait, moi au départ j'avais pris un peu aussi comme argent comptant, ouais, c'est un truc de fachou, ça va faire un flop, etc. En l'occurrence, moi ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était plus justement comment tous les milieux de gauche, extra-parlementaires ou même écolos, se sont jetés dans la bataille avec une manière vraiment méprisante. Si tu veux. Moi, c'est ça qui a attiré mon attention. C'était vraiment la position du petit bourgeois de centre-ville qui était absolument indifférent à ça et qui convoquait des arguments qui étaient juste hyper grossiers. Et c'est d'ailleurs au départ ces arguments-là qu'on a voulu contrer dans le premier article qu'on avait écrit, comme le rappelait. C'était soit la question du poujadisme, et du coup on allait faire un peu des recherches. Est-ce que réellement on peut considérer que toute bataille contre les taxes doit être qualifiée, alors de poujadiste historiquement ça n'a aucun sens, mais même de réactionnaire, etc. Et puis l'autre argument qui était effectivement non, quand même la taxe carbone elle peut avoir une fonction. Et ici il y avait quelques militants écologistes locaux qui même paragouvernementaux qui du coup soutenaient la taxe carbone. Voilà. Donc il y avait un peu une curiosité, et quand même malgré tout on disait le truc qu'on essaie de tenir, c'est qu'il faut aller voir. On ne peut pas simplement se contenter. Et tous les éléments qui ont été rapportés là disaient que c'était quoi qu'il arrivait, ça ressemblait à un truc qu'on ne connaissait pas. Voilà. Il y avait ça un peu d'excitant, quoi. C'est que pour une fois, peut-être que ça allait ressembler à quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et dans ce même article, on avait appelé ça un OPMI, c'est-à-dire un objet politique mal identifié. Parce que quels que soient tous les efforts qui étaient faits pour essayer de le cataloguer en gros, etc., ça tombait à l'eau. Et à côté de ça, il y avait une espèce de dynamique bordélique qui avait l'air assez intéressante. Et juste pour sauter à ta deuxième question, moi je veux juste raconter ça. Quand on est parti, le premier jour où on s'est retrouvé après tous ces moments préparatoires, on s'est dit, je ne sais pas trop pourquoi, on s'est retrouvé à plusieurs. On s'est dit tiens, on va d'abord essayer d'aller au point de rassemblement qui était proche proche de Rouen, quoi. Et on s'est retrouvé à la CARSAT où il y avait peut-être 50, 80 personnes.
Et honnêtement, c'était pas la super bonne ambiance. Par exemple, il y avait des types qui étaient avec des bières. Il y a un type qui a commencé à monter sur qui était l'un des organisateurs un peu sur sa moto et qui a vraiment commencé à faire la police du comportement, à dire qu'est-ce qu'il fallait faire ou qu'est-ce qu'il fallait pas faire. Là, déjà, on avait commencé, il y a quelques shootings qui avaient été faits pour essayer de faire des petits extraits vidéo dans des séries qui allaient s'appeler par la suite Parole de Gilets jaunes. On a traîné un peu là et ensuite on est arrivé au rond-point des Vaches. Et au rond-point des Vaches, je pense qu'il y avait minimum 500 personnes. Et on n'avait jamais vu ça parce que le rond-point des Vaches, nous on le connaissait depuis assez longtemps parce qu'en fait dès qu'il y a un mouvement social, traditionnellement, la CGT et les syndicats vont faire un petit blocage tout pourri avec 3 palettes et des diffusions tracts et tout est hyper cadré. Et dans ce cas-là, moi ça m'est déjà arrivé, si tu as le courage, tu vas un peu avec eux et si tu as super le courage, tu vas distribuer tes tracts de la CGT. Dans ce cas-là, il y avait 500 personnes, c'était le bordel absolu, il y avait de l'alcool à gogo, il y avait déjà des gens bourrés, il devait être 10h du matin parce qu'on avait dû commencer à 6h, voilà. Et d'un coup, c'était inimaginable. C'était une fête, quoi. Ça ressemblait à une foire, à une fête, enfin, je sais pas, un truc, voilà. Donc voilà, en tout cas, c'était sûr qu'à partir de ce moment-là, la magie, elle opérait et qu'on était happé par un truc qui était absolument délirant. Et à partir de là, on peut préciser, effectivement, c'est vrai que là, quand on est arrivé, on avait des caméras et on voulait faire des trucs qui, je sais pas, en tout cas, ça nous a permis certaines choses, c'est sûr. Bah ouais, par rapport à Rebond dans la rue en tant que tel, c'est sûr que c'est l'un des moyens, enfin l'existence de ce média, la possibilité de faire des interviews, des analyses, etc. C'est l'un des moyens par lequel on peut rester connecté à plein de situations, y compris des situations dans lesquelles nous on n'a pas forcément notre place, comme, enfin je sais pas, on trouve pas trop comment s'y rapporter, tu vas sur un piquet de grève, bon bah voilà, comment tu peux aider, bon bah tu donnes la visibilité au truc, tu rencontres les gens, et c'est vrai que c'est l'un des moyens par lequel ouais, tu rencontres les gens et tu peux un peu te faire une idée. Et pour les Gilets jaunes, c'est sûr que voilà, il y a eu la phase pré-17 qui était plutôt mener une bataille, on va dire, par rapport à la sphère de gauche voilà, sur les réseaux sociaux. Le 17 qui était un moment de questionnement, du coup là on y va avec les caméras et on se dit bah voilà, au mieux c'est super cool et voilà, on retranscrit ce truc-là, ou au pire, bah effectivement on est hyper déçus, mais bon, au moins on aura produit quelque chose. Et puis là, la phase post-17 où finalement on s'abandonne et avec Rouen dans la rue dans le mouvement, quoi. Mais après, concernant le média, c'est sûr que c'était facile de venir avec le média Rouen dans la rue pour aller à la rencontre des Gilets jaunes. Mais en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que, et ça c'est depuis le début du mouvement, et ce qui est une sorte de particularité chez les Gilets jaunes, c'est que tout le monde se parle. C'est une sorte de facilité de la parole, tout le monde vient se parler. C'est hyper convivial sur les ronds-points. Donc qu'on soit venu avec une caméra ou sans caméra, c'était vraiment facile de se rapporter sur les ronds-points. Et qu'en plus de ça, deuxième chose, c'est que quand on a commencé à discuter avec les gens, on s'est rendu compte que ah bah tiens, il y avait tel syndicaliste, des cheminots ou tel, il y avait des, je sais plus encore, enfin des gens qu'on avait croisés dans des luttes précédentes, dans des luttes syndicales, qui venaient pas en tant que syndiqués, mais qui venaient en tant que gilets jaunes. Et c'est là où on s'est rendu compte que non, c'était pas juste des sentiments de droite ou d'extrême droite qui animaient les gilets jaunes, mais c'était un sentiment de ras-le-bol en fait. Mais en fait, déjà, quand même, on avait nos gilets jaunes quand on y allait. Ouais, quand même. On est arrivé, on avait nos gilets jaunes. Enfin, nous, on y allait. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit à la fin du premier texte. On va y aller pour voir, mais pas un pourvoir de spectateurs ou d'observateurs extérieurs, quoi. Et l'image qui était dit, c'était un pourvoir comme au poker, c'est-à-dire pour voir quelles sont les cartes qui sont en présence, pour savoir si on peut continuer à jouer. Nous, on y allait pour jouer. Et en tout cas, c'est sûr que dans la rue, il n'y a jamais eu la position d'une espèce de média distant, extérieur. La question, c'est qu'on participe aux luttes et que quand il y a des luttes, à un moment donné, il y a une voix qui peut surgir des luttes. Et là, au début, c'est vrai que nous, on était quand même pris par une espèce de mauvaise conscience. Comme il y avait quand même, on avait écrit cet article-là, mais on n'en savait trop rien. En fait, là, avec cet article-là, on voulait régler nos comptes avec la bonne conscience de gauche, et la bonne conscience écologiste, quoi. Et on s'est d'ailleurs rendu compte qu'il y a eu des retours qui nous laissaient comprendre que dans certains milieux politiques radicaux, ça avait eu un peu un impact, parce qu'en fait, il y avait nous et puis Nantes Révolté, qui d'ailleurs un peu avant nous avait écrit un article aussi clair, et on dirait aussi courageux, c'est-à-dire en gros, il faut y aller voir, quoi. Il faut y aller et écraser en gros les critiques qui viendraient plutôt de gauche, on va dire. Donc ça, il y a eu, comme je disais, il y a eu un moment où on essayait de contrer un peu ça, et ensuite quand on y allait, il y avait un peu donc, il fallait qu'on règle nos comptes avec notre mauvaise conscience quand même, et en fait pendant longtemps, quand on y allait, on voulait interviewer des gilets jaunes, et avec l'idée de leur faire dire des choses qui correspondaient pas à la caricature.
Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, en gros, pour caricaturer, c'est dites-moi, vous n'êtes pas raciste, hein, etc., etc. Et c'est vrai tu vois, on y allait un peu comme ça. Et à un moment donné, et finalement, à part quelques, je pense au bonus raciste, parce qu'il y a notamment sur ce premier point, là, on a eu un bonus raciste pour une vidéo, donc on l'avait mis, mais à part ça, on s'est rendu compte que finalement, ça n'avait pas grand sens non plus. Peut-être toujours habité par cette espèce de mauvaise conscience qui consistait à aller chercher des réponses qui visaient à nous rassurer. Et de toute façon, cette question-là, sur le rond-point des Vaches, elle n'avait pas vraiment lieu d'exister. Finalement, on s'en est rendu compte assez rapidement. Parce que le rond-point des Vaches, c'est entre Oissel, Saint-Etienne, c'est un quartier assez populaire. Du coup, il y a une population immigrée. Il y avait d'ailleurs pas mal de gens qui étaient d'origine immigrée, qui étaient investis dans le mouvement. D'ailleurs, le premier jour, il y avait une grosse cantine. Il y avait déjà une organisation quand même assez importante. Voilà, il y avait des femmes voilées qui servaient à manger et compagnie. Donc, cette question-là, c'était aussi un faux problème et que nous aussi, il fallait qu'on soit capable de pas être toujours omnibulé par ça. Mais sinon, effectivement, à un moment donné, là où ça devenait pertinent, c'est que on avait toute une série de trucs qui s'appelaient Paroles de Gilets jaunes. Et là, c'était plus tant s'adresser donc aux milieux radicaux, mais essayer là de servir de rond dans la rue pour donner la parole aux Gilets jaunes, pour avoir l'occasion de faire circuler des choses qui correspondent pas à la caricature qui a été donnée. Ça, c'était l'une des facettes. Et après, l'autre facette, qui est finalement venue plus tard, c'est quelle parole nous on pouvait porter en tant que Gilets jaunes au sein des Gilets jaunes. Mais j'appuie ce que dit. En vérité, si on n'était pas avec la caméra, ça serait très bien passé pour nous. Et en général, on y est souvent allé sans caméra et on a fait plein de choses sans caméra, etc. Et l'autre élément, c'est qu'en fait, les gens vont dans la rue, ils identifient pas ça comme un média indépendant. Il y avait quelques-uns qui connaissaient, mais c'était juste des gus qui faisaient des images. Et après, quand même, rapidement, tu vois, genre Manu, tout ça, ils disaient ah ouais non, c'est trop bien, Rond dans la rue, c'est trop bien, parce qu'ils voyaient bien, c'est quand même comme ça qu'on se présentait, ils voyaient bien qu'on donnait une représentation des Gilets jaunes qui correspondait pas à ce que disait le média. Après, je voulais rajouter un truc sur la question justement de la droite et de l'extrême droite au début qui aurait pu être interne au mouvement. Enfin, déjà, nous on faisait une distinction, c'était entre, disons, une teinte un peu de droite et un truc un peu de France profonde qu'il y avait au sein des Gilets jaunes. Et pour nous, c'était aussi ce qui signalait le fait que c'était un mouvement populaire, enfin archi-populaire, c'est-à-dire un truc où voilà, tu retrouves de tout dans ce mouvement, y compris des gens qui voilà, sont issus de la France profonde et qui, pour des raisons, on va dire, systémiques ou je sais pas quoi, sont oui, un peu beaufs, racistes, etc., quoi. Et on se disait que ces trucs-là, au sein d'un mouvement au sein d'un mouvement comme celui-ci, voilà, il y a plein d'exemples d'accélération de l'histoire où justement où collectivement et massivement, tu vois, des espèces de consciences sont bouleversées, l'expérience de la lutte, etc., les rencontres, le fait de sortir, lâcher la télé, etc. Enfin, ça peut modifier ce truc-là, quoi. Et ensuite, il y avait effectivement le risque de l'extrême droite organisée qui aurait pu voilà, être présente sur les ronds-points et les manifs. Et ce truc-là, voilà, nous, on se disait, enfin, spontanément, ce qu'on s'est dit, c'est plutôt que venir avec nos codes, je sais pas, antiracistes, machin, etc., où finalement, peu de gens ont ces codes-là, du coup, peu de gens captent ce truc-là. Ce serait plutôt comment nous, on investit, enfin, comment on se mêle à la lutte et comment on essaye aussi d'investir un peu dans les discours ou même avec Rond dans la rue, quelle teinte on peut donner à ce mouvement-là de par notre présence et pas par l'espèce de répulsion qu'on aurait pu avoir à l'égard de l'extrême droite organisée, quoi. Justement, pour rentrer un petit peu dans le concret, là, tout à l'heure, tu prenais j'avais cette phrase en tête aussi devant moi, là, sur mon ordinateur, la métaphore du poker et du coup des cartes. J'ai l'impression que ce 17 novembre-là, et notamment, le rond-point des Vaches, a redistribué pas mal de cartes en termes de politique locale, quoi. Et comment ça s'est organisé dans un premier temps, le mouvement des ronds-points, on va dire, et notamment au rond-point des Vaches, puisque j'ai l'impression que, 4 mois après, il y a aussi une évolution, et on reviendra sur plutôt le côté émeutier, manif du samedi, etc. Mais c'est vrai qu'au début, c'était vraiment focalisé sur les ronds-points. Et du coup, comment, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur l'histoire de ce petit mouvement-là, notamment au rond-point des Vaches, quoi. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait le rond-point des Vaches. Enfin, il n'y avait pas que le rond-point des Vaches. D'ailleurs, il y avait la Motte, il y avait la CARSAT au début. Zénith, Saint-Paul. Voilà, il y avait beaucoup de points de blocage. Après, ça s'est concentré plus sur le rond-point des Vaches, mais il y avait aussi tout un mouvement qui consistait à bloquer les centres commerciaux. Donc, c'est que les premiers temps, avant on va dire 24 novembre, des 1er décembre, il y avait quand même tout un truc dans les provinces qui consistait à prendre les ronds-points. C'est parce que c'était l'endroit convivial, en fait, et le blocage des centres commerciaux, quoi, qui était on bloque l'économie. Et l'objectif, qui est comme on s'est vite rendu compte que ce mouvement n'allait pas durer que quelques jours, mais que ça allait s'étendre sur bien plus longtemps, l'objectif étant de bloquer l'économie jusqu'au fête de Noël.
Justement, là, tu disais, c'est vrai que vous avez vu, on a tous vu que ça allait durer longtemps, parce que notamment, il y a des gens qui avaient pris genre une semaine de vacances en prévision d'un mouvement long, quoi. Enfin, ça aussi, ça a marqué, j'ai l'impression, Bah. un changement. Mais en fait, au début, de la manière dont ça s'est organisé, c'est que rapidement, quand il y a eu l'appel au 17 novembre, il y a eu du coup tous ces groupes Facebook qui se sont constitués à partir de villes. Par exemple, pour Rouen, voilà, il y avait un groupe principal avec des administrateurs et ceux un peu qui drivaient un peu le truc. Et rapidement, voilà, tu as 5-6 points de blocage prévus pour le 17 novembre. Mais en fait, partout, y compris dans la campagne, enfin, il y avait 5-6 points pour Rouen, mais tu faisais 10 km à la Barentin, enfin voilà, tu avais des gens au Houlme, tu avais des gens, tu vois, spontanément, les gens se sont dit, bah, on va se retrouver sur les ronds-points, tu vois, même s'il n'y avait pas voilà, précisément le nom des ronds-points, les gens sont sortis, quoi. Et c'est ça qui est hallucinant, quoi. Il y a des exemples de villages de 500 habitants où tu as 200 personnes sur le rond-point, enfin, c'est un truc absolument hallucinant. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est que le 17, la grande question, c'était, est-ce que ça va continuer, quoi. C'était un samedi, est-ce que ça va continuer le dimanche et puis le lundi? Et en fait, les gens venaient avec déjà très peu été expérimentés sur le format mouvement social, comment se passe une lutte, etc. Donc eux, ils descendent dans les rues, ils se disent, bah, on y va pour gagner, quoi. Il n'y a pas moyen, quoi. Du coup, bah non, le samedi, on n'obtient rien. Bah, ok, bon, on reste le dimanche. Ah, le dimanche, on n'obtient rien. Bah, lundi, on n'est pas dans le cadre d'un mouvement, d'un mouvement de grève. Du coup, on fait quoi? Bah, on pose une semaine de congé pour rester sur le rond-point. Et c'est ça qui est absolument hallucinant, en tout cas, voilà, juste après le 17, quoi. Parce qu'en fait, on sait pas tout. C'est vrai que le premier jour où on est arrivé, il y avait quand même déjà des tables et des tonnelles. Donc il y avait des gens qui s'étaient un peu organisés matériellement et logistiquement pour faire à manger, etc. Et d'ailleurs, on avait interviewé quelqu'un qui était un peu dans cette team-là. D'ailleurs, c'était Manu qui était. Voilà. Donc il y avait quand même déjà une forme d'organisation. On ne sait pas, nous, d'où elle vient, etc. Mais quand même, l'un des trucs qui est remarquable, c'est que ce qu'on a appris par la suite, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont allés sur le rond-point des Vaches et qui sont venus seuls et qui ont rencontré des gens. C'est-à-dire que c'est des équipes qui se sont constituées, quoi. Et du coup, qui ont aussi lâché une partie de la vie qui était la leur et la temporalité dans laquelle ils étaient inscrits. Là, on parle de ceux qui travaillaient et qui déposaient des vacances, mais il y avait aussi des mères qui travaillaient pas, qui déposaient leurs enfants le matin et qui venaient passer la journée et ensuite qui restaient la journée là et qui allaient chercher leurs gamins le soir, quoi. Il y avait des retraités, il y avait des gens qui travaillaient pas à ce moment-là ou qui en général bidouillent un peu et qui là mettaient un peu leur bidouille de côté, etc. Il y a quand même plein de profils particuliers. Et là où, quand ça commençait à devenir assez fou, c'est qu'effectivement, donc là le rond-point des Vaches, au départ, on occupait le centre du rond-point des Vaches, voilà. Mais en même temps, rapidement, comme il y a une confusion, parce qu'effectivement, au début, il y avait à la fois, moi je pense qu'il y a un truc, il y a une espèce de... Un truc qui s'est passé autour des ronds-points qui ressemblait un peu à une découverte de ce que c'était que la vie en commun et sans qu'il y ait une stratégie ou une efficacité énorme en termes de blocage. Et puis, comme ça a été dit très rapidement, en même temps, il y avait des actions de blocage qui visaient, par exemple, Tourville-la-Rivière ou Barentin. Donc là, c'était des grosses équipes qui étaient quand même qui étaient tournées vers la question du blocage et de la tension que ça supposait, et donc de l'affrontement avec les flics. En fait, le rond-point des Vaches, il a bien une fonction où ça bloque. Tu vois, les premiers jours, c'est sûr que si tu bloques rond-point des Vaches, Zénith, etc., tu bloques les trucs, quoi. Mais rapidement, ça a été difficile à tenir. Donc il y avait une tension entre est-ce qu'on bloque, est-ce qu'on filtre ou quoi que ce soit. En tout cas, là où c'était joyeux et bordélique, c'est que même si le rond-point était occupé, eh ben, les différents axes, enfin 3 axes en gros, pas un, mais trois axes, ces 3 extrémités du rond-point ont aussi été occupés avec des constructions d'autres cabanes et c'était d'autres bandes. Et c'est-à-dire que même parler du rond-point des Vaches de manière homogène, ça n'a pas de sens, parce qu'il y avait des gens qui disaient qu'ils n'allaient pas d'un point à un autre et ils se retrouvaient entre eux et il faut, nous on l'a pas faite, tu vois, mais d'un coup on pourrait faire aussi la sociologie des différents points, mais c'était pas les mêmes mondes, c'était pas les mêmes pratiques, les gens ils se retrouvaient et donc ça donne idée un peu de, tu vois, la richesse. La richesse de ce qui se passait sur le rond-point. Et nous, juste pour terminer, c'est sûr que après avoir traîné la CARSAT, qui est un point qui n'a pas tenu d'ailleurs finalement par la suite, et être allé après au rond-point des Vaches, sauf exception, ensuite on est allé au rond-point des Vaches, on est devenu des gilets jaunes du rond-point des Vaches, quoi. Moi, juste pour rebondir, parce que j'ai la vision des ronds-points en campagne, parce que je suis de l'Eure, et donc j'ai vu plutôt. Donc, j'ai vu la même chose, mais c'était pas forcément sur le même rond-point, différents espaces. Donc c'était des ronds-points de la ville. Il y avait un rond-point d'un côté avec plutôt une population, et de l'autre côté une autre, mais qui se retrouvaient. Et en fait, il y a 2 choses qui m'ont impressionné. La première, c'est la capacité à construire aussi vite. Moi, j'ai vu des constructions se faire... mais d'une manière impressionnante, où les mecs tu voyais des camions passer et ils se faisaient livrer des palettes, enfin ils se faisaient déposer des palettes, et d'un seul coup on voit une construction se faire d'une rapidité folle, et là je me dis c'est une capacité d'auto-organisation qui est impressionnante. Et en effet, je reviens sur ce que tu disais sur
ces gens qui font partie qui sont sur ces ronds-points. Moi, j'ai vu une dame qui venait le matin sur une lutte pour une maternité qui a été fermée depuis, malheureusement, sur le territoire. Elle venait le matin à 6h du mat pour faire des blocages de l'hôpital, pour dire on n'est pas d'accord. Ensuite, elle allait bosser et le soir, elle retournait sur le rond-point, quoi. Et elle avait un bonheur à me raconter ça et à me raconter finalement que ça lui donnait un sens d'une certaine manière et que pour rien au monde, elle arrêterait ça et qu'elle allait revenir nous ramener même des choses, alors qu'en fait, je pense que son travail, elle m'a pas dit ce que c'était, mais je pense qu'elle gagnait pas une thune, quoi. Donc voilà, vraiment il y a eu ce truc de ce que vous dites, je crois que ça s'est vu vraiment partout, cette capacité d'auto-organisation et de rapidité qui était impressionnante. On se fait une petite pause musicale. Un gilet jaune, un gilet jaune. Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, j'ai dit Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, gilet jaune, moi gilet jaune, comment les gilets jaunes, faut danser petit, gilet jaune, moi gilet jaune, comment les gilets jaunes, faut danser petit. J'ai voulu mettre l'essence, c'est trop cher. J'ai payé les taxes, c'est trop cher. J'ai voulu mettre l'essence, c'est trop cher. J'ai payé les taxes, c'est trop cher. Faut cotiser par-ci, c'est trop cher. Faut cotiser par-là, c'est trop cher. Faut cotiser par-ci, c'est trop cher. Faut cotiser par-là. Y'en a marre, y'en a marre. Alors je vais manifester, donc je mets mon gilet jaune. Mon gilet jaune, c'est moi le gilet jaune. Faut danser petit, gilet jaune. Moi gilet jaune, demain les gilets jaunes, faut danser petit. Les Français en colère, c'est pas bon. Ils bloquent les péris, c'est pas bon. Les Français en colère, c'est pas bon. Ils bloquent les péris, c'est pas bon. À cause de la manif, c'est pas bon. C'est plus Emmanuel Macron, c'est Manuel Décon. C'est Manuel Décon. Quand tu manifestes pour 10 centimes de gasoil en piste. Quand tu manifestes pour 10 centimes de gasoil en piste. Quand tu manifestes pour 10 centimes de gasoil en piste. Quand tu manifestes pour 10 centimes de gasoil en piste. Y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre. Je vais manifester, donc je mets mon gilet jaune. Mon gilet jaune, c'est moi les gilets jaunes. Faut danser petit. Gilet jaune, moi gilet jaune, c'est moi les gilets jaunes, faut danser petit. Zombie musique, Kwame, Vibes, Padik, Corpo Johnson, DJ Lightboard, LH, Hamza HRC. Oui, du coup, c'est parti. Par rapport à ce que tu disais précédemment là, sur la capacité d'auto-organisation du mouvement, c'est vrai que le truc qui est hallucinant, c'est qu'il y a des collectifs militants, un peu à notre image, quoi, qui ont passé des années à vouloir accumuler, tu vois, des gamelles, des tonnelles, ce que tu veux, constituer une force matérielle autonome, etc. Et en fait, là, tu te rends compte que quand un mouvement, effectivement, est aussi large que celui-là, populaire, machin, les gens ramènent ce qu'ils ont chez eux, et de fait, ça, tu te donnes la capacité de tenir hyper rapidement. Après, ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'au sein des Gilets jaunes, tu as beaucoup d'ouvriers, des gens qui ont des savoir-faire manuels, voilà. Du coup, évidemment, tu ramènes 3-4 palettes, tu as des types qui te font des charpentes, des ceci, des cela. Donc ça, c'était assez hallucinant. Et peut-être aussi le troisième point, c'est que comme il y avait un soutien hyper large, il y avait aussi des entreprises, par exemple autour du rond-point des Vaches, qui spontanément livraient les palettes, ou bien même on a vu le lundi, enfin les premiers jours, là, une entreprise qui livrait des chiottes chimiques, tu vois. Donc, en gros, chaque jour, ils déposaient, le soir, ils revenaient les reprendre, tu vois. Et du coup, là, tu te dis, bah ouais, en fait, c'est ça, quoi, c'est ça qu'il faut, quoi. C'est ça, c'est que ça, c'est à partir de nous, quoi. Nous, effectivement, en tant que force matérielle, on a été un peu dépassés, quoi, et puis tant mieux. Et aussi par rapport à la force syndicale, c'est que tout le monde se pose la question, alors les syndicalistes, enfin les syndicats, comment ils se positionnent par rapport à ça. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'avait même pas besoin d'eux. Parce qu'en fait, matériellement, autant dans les savoir-faire, autant dans la détermination, autant dans le rapport de force, c'était suffisant, en fait, la force des Gilets jaunes. Matériellement, ils avaient effectivement, ils venaient d'entreprises, des ouvriers, machin, ils arrivaient à ramener du matériel de leur travail. Autant dans les savoir-faire, ils arrivaient à construire des cabanes en 2-2, etc. Et autant dans le bon sens, ils arrivaient à faire des blocages qui tenaient, quoi, qui tenaient. Et donc, du coup,
bon bah la question des syndicats ou même des forces autonomes, c'était bien de faire les choses ensemble, mais pas de pas s'imaginer à chaque fois l'éternelle massification qu'appellent les syndicalistes, enfin les syndicats pardon. Mais d'ailleurs, à propos des savoir-faire ouvriers, etc., je me souviens d'une anecdote, d'un texte qui avait circulé rapidement après je sais plus, fin novembre, début décembre, et qui pointait, justement au moment où les médias disaient ah mais c'est des groupes organisés qui font ça, ultra gauche, etc. Et en gros, ce qui était répondu, c'est ça se saurait si l'ultra gauche savait démarrer des engins de chantier pour cramer des péages, comme ça a été le cas à Narbonne, ou bien pour aller chercher Benjamin Griveaux. Enfin voilà, tu vois, ça se sent de par les actes eux-mêmes qu'il y a un savoir-faire qui est le savoir-faire ouvrier. Et voilà. Puis l'autre élément aussi, c'est que comme on était en plein milieu d'une zone industrielle, des palettes en gros, il y en a à Tire-Larigot, quoi. Donc au début, c'était assez hallucinant, le nombre de palettes qui étaient livrées en permanence. Parfois, c'était même des camions qui les déposaient ou des gens qui avaient des camions qui allaient en chercher. Enfin voilà. Donc ça, c'est vrai qu'il y avait du matos. Le truc qui est quand même assez marrant, c'est que je disais, rapidement, il y a eu différents mondes qui sont côtoyés, mais il y a aussi différentes tactiques. Par exemple, il y avait le monde de la nuit. Il y avait des gens qui étaient là la nuit sur le rond-point des Vaches et d'autres qui étaient là le jour. Et évidemment que bon, ça se passait pas exactement la même chose. Alors des fois, il y avait un peu des divisions entre le truc un peu ouais non mais la nuit c'est des alcoolos, etc. Parce que l'action d'alcool c'est un truc qui s'est posé assez rapidement. Et puis pareil, il y en a qui voulaient vraiment bloquer efficacement. Mais ce qui était quand même marrant, c'était qu'il y avait quand même à la fois des gens qui étaient investis d'une mission là, qui jouaient un peu les organisateurs du blocage. Avec il y en a un là qu'on appelle, je sais pas qu'on appelle. Enfin bref, qui prend ça très très au sérieux en quelque sorte. Tu vois, c'est une espèce de mission quoi. D'ailleurs souvent il y a eu un peu des moments de tension quand des camions un peu forcés quoi que ce soit. Voilà. Bref, c'était un peu le bordel et ça ressemblait pas justement au truc cadré dont je parlais de la CGT parce que quand même il y avait un peu de la palette mis n'importe comment. Il y avait quand même des feux à chaque coin de rond-point. C'est-à-dire il y en avait un au milieu et puis aux trois extrémités dont je parlais. Donc voilà, c'était quand même pas mal le bordel. Et après, nous, un truc qu'on a commencé à dire, ce qui était quand même un peu gênant, c'est que là, il y a... Oui, on pourrait raconter dans le détail, mais en gros, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la division, en gros, tu vois, entre les bloqueurs et les non-bloqueurs, entre les casseurs et les non-casseurs, parce que aussi ce qui a apparu rapidement une fois que les constructions ont été faites, c'est que les flics sont intervenus rapidement pour les construire, pour les détruire et pour nous expulser, quoi. Et donc là, l'un des trucs qu'on a essayé de porter et qu'on disait autour de nous, c'est que non, il n'y avait pas une manière unique d'être gilet jaune. Tu pouvais être alcoolique et violent et être gilet jaune. Tu pouvais être pacifiste et faire signer des pétitions et être gilet jaune. Tu pouvais chercher, tu pouvais être pacifiste et être gilet jaune, tu pouvais assumer le fait que si les flics essayaient de te déloger, il fallait se défendre et être gilet jaune, voilà. Et ça, il y avait un enjeu quand même, qui était assez important dans la lutte que nous on a rencontré un peu par ailleurs, c'est de faire attention à ce qu'il n'y ait pas une espèce de ligne qui devienne la ligne majoritaire et qui aurait dit, hégémonique, et qui aurait dit c'est quoi être un vrai gilet jaune. Et sur la question des constructions, parce que vu qu'on a évoqué ça, je disais dès qu'il y a eu construction, au bout de 3-4 jours, la première cabane elle a dû tenir 3-4 jours, les flics sont intervenus. Là, il y a eu une petite chaîne qui a été faite, tu vois, pour faire face aux flics. Et c'est une anecdote qui est assez folle, c'est que les gens, ils avaient le drapeau français, ils ont chanté la Marseillaise, ils se sont fait défoncer. Et après, entre eux, ils disaient, mais comment c'est possible qu'on soit fait défoncer au lieu de chanter la Marseillaise? C'est-à-dire qu'ils s'imaginaient effectivement que la Marseillaise et le drapeau français étaient un signe d'appartenance qu'on avait en commun avec la police, et donc la police ne pouvait pas intervenir, voilà. Et ça a été, ça aussi, ça a enclenché quelque chose comme une espèce de processus un peu on peut dire de radicalisation, ou des espèces de discours qu'on pouvait entendre au départ à l'égard de la police, genre ils sont avec nous, on commençait à se casser la gueule parce que c'est aussi l'un des points avant les manifs, quoi, à partir duquel on a fait une expérience récurrente de la violence policière, quoi. Moi j'ai une petite question un peu naïve exprès, mais étant donné que très rapidement il n'y a plus de vrai blocage sur les ronds-points, dans le sens où voilà, où soit c'était filtrant, etc. C'était quoi vraiment l'objectif des gens sur place, sur les ronds-points? Qu'est-ce qui s'y passait concrètement pour y passer la journée, etc. Est-ce que c'était simplement je sais pas, une sorte d'agora où les gens se rencontrent et c'est cool, ou est-ce qu'il y avait vraiment, je sais pas, de la proposition politique qui commence à émerger, et voilà, comment vous avez vécu ça, vous? Ce qu'on peut dire, c'est que dans la séquence novembre-décembre, il y avait chaque week-end une alternance entre des gens qui restaient en province pour tenir les ronds-points, éventuellement bloquer les zones commerciales, et des appels parisiens, du coup, qui étaient plus sur le plan assaut des symboles du pouvoir, émeutes, etc. Enfin, ce qu'on a connu dans les premiers actes.
Et durant la semaine, du coup, il y avait l'espèce de base arrière, en fait, qui était les ronds-points. Et du coup, finalement, ça a été rapidement vécu comme ça. Les ronds-points comme base arrière, c'est-à-dire continuer à visibiliser la présence des gilets jaunes, parce que finalement, par exemple, sur le coin des Vaches, tu arrives le soir, t'as des feux partout, ça klaxonne, c'est le bordel. Enfin, tu vois, du coup, tu visibilises la détermination et la présence des gilets jaunes. Et finalement, c'était aussi des points à partir desquels des gens se rencontraient et pouvaient aussi planifier des actions durant la semaine. Du coup, ça pouvait à la fois planifier autant les covoiturages pour partir à Paris le week-end suivant que d'aller bloquer le dépôt pétrolier Ruby en pleine semaine. Du coup, voilà, c'était vraiment ce truc-là. Et puis effectivement, il y avait des tensions au départ voilà, entre eux. Est-ce qu'il faut se fatiguer à tenir les ronds-points ou bien se concentrer sur les actions? Mais finalement, on s'est bien aperçu que c'était pas du tout antagoniste, mais au contraire, tu vois, hyper complémentaire, quoi. Mais après, sur la manière dont ça s'organise sur les ronds-points, c'est pas du tout comme nous, militants, on s'imagine. C'était pas à telle heure, il y a assemblée générale et on va prendre une décision, etc. C'est effectivement tout un tas de gens qui se parlent entre eux, des petites bandes qui s'organisent et l'action qui se prépare. Et du coup, ça fonctionnait plutôt bien. Hein. C'était un truc assez spontané et ça fonctionnait bien. Et il a fallu quand même un certain temps avant de se dire, mais ça fonctionne bien, mais ça avait évidemment ses limites. Il a fallu quand même un certain temps, je sais pas combien de temps après qu'il y a eu la première vraie assemblée, quoi, pour dire, bon, là, il va falloir faire une assemblée de coordination parce qu'il y a plusieurs ronds-points, parce qu'il y a plusieurs types d'actions, il y a plusieurs modes d'action, et il va falloir coordonner tout ça, quoi. Mais au début, les organisations, elles étaient beaucoup plus... Enfin, c'était vraiment... En gros, c'était le lieu dans lequel on se retrouve, tu retrouves ta bande de potes, et tu décides après de l'action que tu vas faire. Non, je voudrais dire un truc. Non, en fait, moi je pense que c'est important de préciser là-dessus. Quand tu dis nous, militants, il faut le dire, on n'est pas des militants, quoi. On n'est pas des militants, on n'est pas des politiciens. Juste, on fait partie des gens qui pensent que, qui sont, qui essayent de s'organiser un peu et qui sont en général réjouis dès qu'il y a un peu une lutte qui apparaît parce que ça résiste un peu. Et ce qui nous étonne, c'est comment ça se fait qu'on supporte le dixième de ce qu'on supporte, quoi. Mais on n'est pas des militants au sens où on n'appartient pas à une organisation préexistante et structurée comme institution, quoi. Voilà. Par contre, on s'organise. Tu vois, par exemple, effectivement, pas mal d'entre nous, on est souvent allés à la ZAD. Donc ouais, on s'organise quand on va à la ZAD. C'est en ce sens on pourrait dire qu'on est attaché à la lutte. Et du coup, nous, c'est l'un des sens qu'on donne à la lutte, au sens politique, quoi. On a un rapport politique aux choses, si on entend par politique, justement, le fait de s'organiser pour lutter un peu, mais certainement pas politicienne qui renverrait justement à l'idée que tu appartiens à une structure et en fait, tu vends la soupe de ta structure, quoi. On n'est pas organisé à ce sens-là. Et à côté de ça, justement, nous, l'un des aspects de la lutte, c'est ne pas simplement être dépendant de la temporalité des mouvements sociaux et commencer déjà à faire vivre là où on peut des choses qui nous semblent échapper en quelque sorte à la misère ambiante, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, à l'économie de marché et puis à la politique autoritaire. C'est des genres d'expériences-là qui sont faites par exemple à la ZAD ou dans des expériences dans lesquelles on a embarqué, quoi. Donc voilà, ça c'était ça que je voulais dire. En tout cas, d'ailleurs, on peut aussi dire, au départ, les gens ils comprenaient pas que c'était rond dans la rue, puis après, les gens disaient ah mais quand même, vous êtes vachement organisés, vous êtes des politiques, tu vois. Donc c'est assez compliqué parce qu'en fait, l'apolitisme, il supposait que, l'apolitisme affiché de manière virulente, il rendait même difficile le fait que non, nous on est quand même attachés au mot politique. Si par politique on entend bagarre, opposition, élaboration d'expériences qui essayent d'échapper, à l'ordre tel qu'il est structuré. Sinon, Agora, non, pour répondre à la question, Agora surtout certainement pas, parce que justement l'Agora, il y a précisément d'abord un fantasme démocratique qui apporte une place centrale à la parole, et comme le disait pendant très très longtemps, il n'y avait pas d'assemblée générale, d'assemblée tout court ou de discussion formelle sur le rond-point des Vaches, parce que, moi, à un moment donné, nous quand même, on avait un peu des réflexes militants. Boum, j'ai détruit ce que je viens de dire. On se disait, putain, ce serait bien qu'on réussisse à s'organiser un peu mieux, un peu plus formellement, et des moments quand on forçait un peu là-dessus, les gens me disent, non, mais il n'y a pas besoin de parler, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait, on sait où on va, et il y avait une méfiance à l'égard de ça, et d'ailleurs, quand il y a eu des premières assemblées ou discussions, c'était le bordel monstrueux, parce que personne n'attendait son tour, et moi, mon idée, c'est que c'est quand même assez délicat d'arriver et de vouloir discipliner ça et de structurer ça en disant on va pas y arriver, parce qu'effectivement t'imposes en fait un affect un peu délirant. Et sinon, pour répondre à ta question, toi, juste non, il y avait une espèce de magie absolument folle. Moi, j'habite pas loin du rond-point, j'ai halluciné les premières semaines. Après, c'est vrai qu'on peut peut-être élargir à la question des manifs et compagnie, mais les premières semaines, donc j'habite, j'arrive par l'axe qui vient de Saint-Étienne-du-Rouvray, de la piscine. Je sais pas s'il y en a qui voient où c'est. Et le truc qui était hallucinant, c'est que, comme il y avait des feux en permanence, du coup, quand tu arrivais en voiture, déjà, tu voyais de la fumée bien avant d'arriver sur place. Et puis moi, j'ai un petit virage, et à la fin du petit virage, je vois ce truc-là.
Et chaque fois, il y avait un nombre de personnes, considérable, quoi. Tu vois, ça tenait. Il y avait toujours en permanence du monde. Et en grande partie, les choses qu'on faisait, on ne sait pas qu'on s'organisait politiquement, juste on rencontrait des gens, on discutait, on buvait des bières, on mangeait, on parlait des actions à venir, etc. Mais tu vois, c'était pas non plus séparé. Tu vois, c'était pas non plus séparé absolument d'un certain nombre de tout ce qu'on y vivait, quoi. Pour moi, c'est un peu le moment un peu magique qui correspondait un peu à une espèce de truc où on était toujours surpris en permanence par la dimension hyper énergique et en même temps relativement spontanée, quoi. Mais ça me fait rebondir. Je me dis, le mouvement des Gilets jaunes, finalement, à travers la manière dont vous le racontez et comment je peux le voir, mais vous pourrez peut-être détailler plus, il dépasse les traditions habituelles en fait, de la lutte. C'est-à-dire, je trouve qu'il a dépassé les traditions syndicales. On voit sur les manifs, notamment, je trouve intéressant ce qu'a remis au bout du jour le monde diplomatique sur la carte des lieux de pouvoir et la carte des manifestations. On voit que les Gilets jaunes, déjà, ont re-questionné l'endroit où les manifestations auront lieu. On voit que cette capacité à venir sur les ronds-points, à s'organiser sans reproduire ce que faisait Nuit debout, parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, il y a eu Nuit debout avec l'idée de l'agora un peu, 2-3 ans, il y a eu l'idée de l'agora de dire on se réunit en commission. Là, j'ai l'impression qu'en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'était pas trop ça en fait qui était vécu, c'était beaucoup plus une idée d'être ensemble et d'être beaucoup plus spontané. Donc j'ai l'impression que ce mouvement, et là vous allez peut-être pouvoir nous en dire plus, mais a dépassé aussi les traditions habituelles de la lutte. Il a amené peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose de plus spontané, de plus populaire, je sais pas en fait, mais voilà. Qu'est-ce que vous, là-dessus, vous pourriez nous dire un peu sur votre ressenti, votre vécu de ça? Mais déjà, je voulais revenir sur ce que tu disais là sur la question du terme militant, collectif militant. C'est sûr que c'est pas le terme qui permet de nous saisir, mais on peut pas non plus faire comme si on n'était pas, nous aussi, inscrits dans une espèce de tradition, non ça va pas, mais ouais, on se réfère quand même à des épisodes révolutionnaires. Tu vois, Rouen dans la rue, c'est quand même teinté d'un certain nombre de références et de choses. Enfin, tu vois, on est quand même habité par une certaine idée de la lutte, de la révolution, des possibilités révolutionnaires qui traversent la société, quoi. Et que du coup, ce truc-là, c'est pas un truc calculateur, t'arrives et t'essayes d'avancer des curseurs, c'est juste que ouais, c'est un truc qui nous habite et on vient, et évidemment qu'on a essayé de non pas vendre notre soupe et essayer de recruter telle une structure militante, mais au contraire d'essayer de faire de la place, on va dire, à ce qui nous paraît hyper pertinent et judicieux au sein d'une lutte, comme je sais pas, propager l'usage des messageries cryptées pour préparer une action, dire qu'en fait c'est possible de je sais pas, faire des cotises pour payer les frais d'avocat si un tel est arrêté, enfin voilà, juste des espèces de pratiques comme ça qui nous paraissent pertinentes, couplées à voilà, des éléments d'analyse qui, voilà, des trucs, je sais pas, des espèces de références historiques qu'on a où on dit bon bah voilà, ça a marché dans des épisodes passés, peut-être que ça peut fonctionner, etc. Et justement voilà, là on en vient un peu à ta question sur la question des traditions syndicales, etc. C'est que un certain nombre de choses que nous on a toujours cherché à porter, parfois, souvent, très souvent de manière minoritaire au sein des luttes, notamment salariales, syndicales, étudiantes, etc. Comme par exemple la question du blocage économique, la question des occupations ou de l'affrontement, quoi. En fait, ces trucs-là se sont imposés d'eux-mêmes à ce mouvement. Et moi, je pense que la différence, elle se situe juste sur sur la question de la victoire, quoi. Vraiment, les Gilets jaunes étaient portés par un espèce de fort sentiment de légitimité, avec comme objectif la victoire, ce qui, selon moi, voilà, les syndicats ont perdu depuis quelques décennies, quoi, tu vois, la possibilité d'engager un rapport de force un peu conséquent, et les Gilets jaunes étaient vraiment portés par ce truc-là, et du coup, forcément, si tu prends au sérieux la question de la victoire, t'as tout un tas de trucs, tout un tas de pratiques de bon sens qui vont avec, du coup, bah oui, tu bloques parce que c'est l'un des moyens par lequel tu t'engages un rapport de force. Tu vas sur Paris, bah tu vas pas là où la police te demande de manifester, parce qu'évidemment ça va être à l'opposé de là où il y a tes cibles. Enfin, tu vois, c'est juste, ça a été, en tout cas au début, ça a été une succession d'actes de bon sens en fait, qui étaient juste, bah non mais attendez, on n'est pas, comme ils disent, on n'est pas des moutons, on va pas aller manifester à l'autre bout de Paris, alors qu'en fait nous ce qu'on veut c'est aller chercher Macron, on a besoin de réponses à nos questions, et du coup c'est l'espèce de, enfin moi je dirais le bon sens en tout cas qu'a porté les gens, en tout cas à dépasser les traditions syndicales, voilà, hyper folkloriques et faibles. Et puis vient s'ajouter à ça aussi tout un tas de processus, c'est que là ça fait quasiment 5 mois que les Gilets jaunes luttent, et évidemment plus tu luttes, plus tu éprouves certaines injustices ou voilà, ou une certaine question de légitimité. Et du coup, les Gilets jaunes, en 5 mois de lutte, et une lutte acharnée, parce qu'ils font quand même des occupations, ils font quand même des blocages, ils font des manifestations, etc. Ils ont pu éprouver ce que nous, on a éprouvé, notamment à la ZAD ou ailleurs,
à savoir la question de le rapport de force, la violence policière, le fait de ne pas avoir, que plus rien nous appartient, plus rien ne nous appartient en fait. Et donc du coup ça, c'est vu qu'en plus ça s'inscrit sur un temps long, et c'est pas comme justement les luttes syndicales, c'est qu'il n'y avait pas de table de négociation non plus. Les luttes syndicales, il y a toujours un moment donné où vient s'installer les négociations, la table de négociation, et eux, il n'y avait à aucun moment l'espace d'une quelconque négociation, donc une quelconque limite à la lutte. Dès lors qu'il y avait des gens qui se proposaient comme étant les négociateurs ou je sais quoi, des gilets jaunes, hop, les gilets jaunes retournaient la table des négociations, quoi. Et donc du coup, ça poussait encore la lutte un peu plus loin, et du coup, c'est que à la fois le fait de ne pas avoir la limite de la discussion avec l'État, avec le pouvoir, etc., et en plus de s'inscrire sur un processus long, ça fait que ça amène tout un tas de sentiments qui amènent alors ce qu'on appellerait la radicalisation des idées, etc. Mais c'est tout simplement le bon sens. Enfin, pour moi, c'est le bon sens, quoi. Ok, mais du coup, justement, là, ça fait rebondir, je trouve ça intéressant. Et tout à l'heure, tu laissais supposer qu'il y avait eu, il y a eu un basculement, notamment dans le rapport avec la police. Moi, c'est vrai que je me souviens des premières images où tout un tas de manifestants scandaient la police avec nous ou les CRS avec nous. Et c'est vrai que là, samedi, moi, je suis passé aussi dans la manif à Rouen. Et il y a quelqu'un qui l'a chanté aussi, qui a crié ce truc-là. Et tout le monde lui a répondu, non mais ça, c'était au début, c'est fini. Et ça, c'est super intéressant. C'est l'espèce de... Enfin là, pour vous, c'est c'est un processus normal qui a du sens. Mais c'est vrai que c'est super intéressant à voir d'extérieur. En tout cas, le basculement comme ça de la majorité vers l'affrontement logique avec la police, quoi. Comment ça vous... Enfin, je sais pas, qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Du coup, c'est sûr que l'expérience de la répression policière, elle a correspondu, elle a été triple. Elle a correspondu en quelque sorte aux 3 modes d'action des Gilets jaunes. C'est-à-dire que là où ils ont occupé les Gilets jaunes, là où ils ont occupé les ronds-points, il y a eu des entreprises systématiques de destruction, et à partir de, je sais plus, très rapidement, Castaner a dit il faut libérer les ronds-points, et qu'il y a eu déjà une opération de communication qui a été lancée, et évidemment qu'ils comprenaient bien qu'il y a quelque chose qui était dangereux là, c'est-à-dire que les gens ils se contentaient pas justement de se voir quelques heures pour organiser des trucs et de rester séparés, atomisés les uns des autres, quoi. Les gens ils faisaient l'expérience d'une vie collective et commune, et ils prenaient un peu confiance en eux, et ils prenaient conscience qu'ils avaient quand même la possibilité de peser sur les choses. Donc là voilà, destruction de cabanes, ça a été pareil à peu près sur tous les lieux sur Rouen, c'était pareil pour la Motte. Ça a été pareil pour le Zénith, mais le Zénith, c'était un peu moins nombreux, donc des fois les cabanes un peu... Voilà, ils ont fait cette expérience-là, quoi. Et là, c'est sûr que quand ce que tu viens de te faire défoncer, c'est le truc que tu as construit, que tu as investi affectivement. Tu vois, pour Noël, il y avait eu des guirlandes et compagnie, et que chaque fois, tu vois revenir les mêmes bâtards qui défoncent tout. Tu vois, évidemment que la colère, elle monte. Ensuite, pareil, il y a eu des grosses batailles, comme je disais tout à l'heure, entre Tourville et Barentin. À Barentin et à Tourville, ils ont mangé, c'était la guerre, quoi. C'est-à-dire que là, il y avait une efficacité réelle en termes de blocage, et on sait, de toute façon, on a maintenant les pertes qui ont été subies par les différents groupes. En gros, et ils le disent, là-bas, c'était chasse à l'homme à Barentin, tu vois. Même parfois, ils se cachaient, ça continuait dans les arbres. Enfin, ils ont fait cette expérience-là, où si tu rajoutes à ça la légitimité et le fait que tu as l'impression de pouvoir peser sur quelque chose, voilà, tu te fais défoncer. Et puis ensuite, effectivement, il y a eu les manifs. Et quand même, là, tout à l'heure, on n'en parle pas trop, mais les premiers actes parisiens, ils ont commencé quasiment dès le début. Enfin, le premier, là, le 17, il y avait des gens qui s'étaient approchés un peu par magie aussi de l'Élysée. Puis après, il y a eu le 24, le 1er et le 8 décembre. Et immédiatement, ce qui est arrivé, c'est les images de gens éborgnés, blessés par les grenades. Je sais pas à quel moment il y a eu la première personne qui a perdu une main, mais là, on a déjà 5 mains. Et donc effectivement, voilà, la colère est montée, et c'était quand même bien, enfin ce que les gens sentaient bien, c'est que finalement la police était quand même l'obstacle entre eux et l'Élysée, ou entre eux et le pouvoir, ou eux et leur pouvoir de nuisance. Et d'ailleurs, les gens voulaient aller à l'Élysée, tu vois, symboliquement, ce que ça voulait dire aller à l'Élysée, ça voulait dire aller s'attaquer au cœur du pouvoir et obtenir la démission qui était réclamée. Donc, en fait, quand même, il faut quand même le dire, c'est qu'il y a bien une situation. Enfin voilà, on s'est posé la question. À un moment donné, tous ensemble, on disait putain, il est vraiment en train de se passer quelque chose. Et si justement, on n'est pas des militants professionnels qui font des révolutions ennuyeuses en parlant de révolution
révolution en permanence, tu vois, parce qu'on a cessé d'attendre depuis longtemps, quoi, les grands soirs. Là, on se disait, putain, quand même, dans nos fantasmes les plus fous, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer qui pourrait ressembler quand même à une révolution, parce qu'on sentait bien qu'il y avait une espèce d'ébullition révolutionnaire et de poussée insurrectionnelle, tu vois. Et en vérité, la réponse du pouvoir, ça a été de mater cette puissance insurrectionnelle. Enfin, en vérité, la répression policière qui s'est abattue sur les Gilets jaunes, elle relève de la contre-révolution, en quelque sorte, quoi, ou de la contre-insurrection. Et il faudra... Le pouvoir était en difficulté. C'est sûr que plus le pouvoir est menacé, plus il fait usage de force. Voilà, un pouvoir bon. Et d'ailleurs, on le sait bien, il y a même l'ONU, le Parlement européen, etc. Mais il faudra prendre la mesure plus tard de ce que ça signifie pour nos régimes politiques démocratiques et libérales que finalement, pour maintenir l'ordre, on soit prêt à aller si loin, c'est-à-dire tirer tous les week-ends dans la foule et assumer un tel degré de blessés et de violence. En tout cas, c'est ce qui a rendu possible le basculement, mais c'était aussi de comprendre bien qu'il y avait une mesure ici qui visait effectivement à défoncer la force révolutionnaire des Gilets jaunes, quoi. Mais c'est vrai que à partir du 17 novembre, voilà, les gens venaient quand même avec l'idée de peuple, tu vois, le peuple se soulève, etc. Et dans le peuple, enfin, tu vois, il y a beaucoup de gens qui se disent, bah oui, mais en fait, les CRS, les gendarmes mobiles, c'est des gens issus, c'est des fils d'agriculteurs, de mineurs, machin, voilà. Il y a une espèce de tradition comme ça où c'est une part du peuple. Donc, il n'y a aucune raison que si le peuple décide d'engager, voilà, destituer le président, voilà, il y aura la police avec nous, quoi. Donc, en fait, le 17, ça a été... on voit plein d'images où les flics sont là sur les ronds-points avec les gilets jaunes. Bon, ils sont là un peu comme... pour veiller à ce que tout se passe bien, un peu comme arbitre du truc, quoi. Et en fait, rapidement, dès le 24, dès le moment où effectivement la police fait obstacle entre Gilets jaunes et Macron, quoi, à l'Élysée, ouais, là, les gens reviennent. Je me souviens d'une assemblée, là, peu de temps après le 24, où les gens reviennent avec les balles de flashball et disent, voilà, c'est ça qu'on a pris dans la gueule à Paris, voilà, machin, il y en a marre, fini le pacifisme. Et là, tu vois déjà plein de visuels sur Facebook, fini le pacifisme, il y en a marre, plein le cul, etc. C'est vrai, c'est comme ça. Et du coup, voilà, il y a ce truc-là. Donc ça a entamé un lent processus, enfin, non, en fait, un rapide processus de radicalisation, enfin, en tout cas, d'assomption de l'affrontement et de la violence à l'égard des forces de l'ordre, juste une violence hyper légitime parce que tu te défends et puis tu vas atteindre tes objectifs, quoi. Et que de toute façon, enfin, nous, ce qu'on essayait un peu de dire aussi, c'est que, en l'occurrence, par rapport aux références historiques, il n'y a pas de moment où en fait la police dit d'un seul coup, ah oui les gars vous avez raison, il est trop bien votre combat, et bim on baisse les boucliers, tu vois. C'est en fait si ça se passe, en fait il y a plein de raisons structurelles, tu vois, au corps policier qui font que ça c'est pas possible. Et éventuellement il y aurait le droit de retrait, mais même ça implique que tous les escadrons soient là. Enfin en gros c'est juste tu peux pas faire ça tout seul et c'est la honte absolue. Enfin en fait tu quittes ton travail ou pour certains tu te suicides, etc. Pardon. Et nous, ce qu'on disait, c'est qu'en fait, si à un moment donné, il y a une partie du corps policier qui nous rejoint, c'est le moment où il a plus le choix, au moment où en fait la question de la, enfin, en fait, si soit tu seras maté d'infamie pour le reste de tes jours, parce qu'en fait, tu aurais été du mauvais côté de la barricade et là, on a tout renversé, ou bien oui, tu te dis, bah là, en fait, t'es contraint, enfin, tu risques ta vie à rester policier, du coup, tu rejoins la révolte, quoi. Et que, du coup, s'ils le font, ça sera malheureusement par contrainte. C'est une petite pause musicale et on revient sur tout ça. Ayana Kamukakaka. Allô Macron, mais qu'est pas ça? J'entends des taxes trop sur moi. À ce qui paraît, je dois payer. Moi, ça va pas mettre taré, ouais. Mais comment ça? La France est ruinée. Tu croyais quoi? On manif plus jamais. Je pourrais faire blocus, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, y'a une bête dans ton lit. Oh Macron! Y'a pas moyen au Macron. J'suis pas ton esclave au Macron. Genre en gilet jaune baby tu déteins. Oh Macron. Y'a pas moyen au Macron. J'suis pas ton esclave au Macron. Genre en gilet jaune baby tu déteins. Le SMIC par mois, toi tu voles mon argent. J'suis pas ta Brigitte, j'te cracherai pas un molar. Taxe encore y'a air. Vol encore y'a air. Tu voulais être élu, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Façon marine, tu l'es couché. Le jour où tu la croises, faut pas tousser. Tu jouais le sauveur pour nous salir. T'as ruiné toute la France sans faire exprès. Macron, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Macron, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Macron, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh Macron, y'a pas moyen au Macron. J'suis pas ton esclave au Macron. Genre en gilet jaune baby tu déteins. Oh Macron, y'a pas moyen au Macron.
Tu pas ton esclave au Macron, genre en gilet jaune, baby, tu déteins. Oh Macron, y'a pas moyen au Macron. Tu pas ton esclave au Macron, genre en gilet jaune, baby, tu déteins. Oh Macron, y'a pas moyen au Macron. Tu pas ton esclave au Macron, genre en gilet jaune, baby, tu déteins. Oh Macron, y'a pas moyen au Macron. Tu pas ton esclave au Macron, non. En gilet jaune, baby, tu dettes ça. Oh Macron, y'a pas moyen Macron. Tu pas ton esclave au Macron, non. En gilet jaune, baby, tu dettes ça. Résistance, abonne-toi à ma chaîne. Mets le pouce bleu, abonne-toi. Mets le pouce bleu, abonne-toi. Mets le pouce bleu, abonne-toi. Je sais même pas qui chante cette chanson. C'est marqué Aya Nakamura, mais c'est pas elle, du coup. Non, je crois que c'est remixé par La Cagoule. Ça, oui, exact. C'est marqué en nom. Ok, donc je voulais quand même revenir sur... là, on a effleuré le sujet, mais l'importance du coup, des manifestations, voire des émeutes, on peut appeler ça comme ça, notamment le 1er décembre, là. Qu'est-ce que ça a fait au mouvement, voilà, c'est cet aspect-là en plus qui vient se rajouter au rond-point? C'est sûr qu'à un moment donné, nous, par rapport à tout ce qu'on a dit sur les, on va dire les blocages et nous, ce qu'on expérimentait en province, en fait, à Rouen, c'est qu'on sentait bien quand même que le cœur du mouvement, c'était quand même les ronds-points, c'est-à-dire ce qui était vécu et expérimenté là. Mais à partir du moment où il y a eu la succession, à partir du moment où les choses ont commencé à se corser, disons à Paris, c'est-à-dire à partir du 24, on sentait bien quand même que c'était ça ce qui symboliquement fragilisait plus le pouvoir. En quelque sorte. Et d'ailleurs, c'est à partir de le moment où il y a eu ces émeutes que le pouvoir a été obligé un peu de communiquer et de lâcher un peu des miettes. Et moi, j'étais pas là le 1er décembre, mais j'ai un ami qui m'a dit un truc dont je me rappellerai tout le temps, qui m'a dit Caillou, je crois que le 1er décembre, c'était la première émeute de ma vie. Et nous, un peu dans notre sphère politique, on a tendance à appeler émeute dès qu'il y a une baston avec les flics, quoi. Et effectivement, pour moi, ça fait longtemps que je trouve qu'on a un peu une inflation du terme émeute, et que effectivement, pour qu'il y ait une émeute, il faut qu'il y ait une dimension populaire, massive, spontanée et destructrice, qui soit pas pilotée par des gens qui ont l'habitude d'aller se la mettre avec les flics dans tous les contre-sommets d'Europe, etc. Et c'était à ça que ça ressemblait. Et moi, j'étais pas là le premier, donc je laisserai parler ceux qui étaient là le premier, mais moi, j'étais là le 8. Effectivement, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, c'était des affrontements sans aucun les gens n'étaient absolument pas protégés. Il y avait des centaines de personnes contre des dispositifs policiers énormes. Il y avait des pierres qui volaient en permanence. Les gens revenaient en sang. Il y avait une détermination et une colère. C'est d'ailleurs ce que veut dire au départ le mot émeute. C'est colère et ravage. Et c'est ça qui a fragilisé le pouvoir, parce que c'était ça qui était quand même qu'on pouvait pas contenir. Et il y avait un petit peu un piège il y avait un petit peu un piège dans le fait qu'éventuellement les émeutes du samedi deviennent une espèce de scène politique spectaculaire en quelque sorte, où d'un coup il y aurait la violence qui serait visible et qui mettrait de côté les ronds-points. Mais en fait, on voyait bien que ça fonctionnait ensemble, et c'est à partir de ça que le gouvernement a été menacé. Et même ensuite, j'y suis même ensuite nous on a fait les manifs à Rouen par la suite. C'est pareil, il s'est passé des choses qu'on n'avait absolument jamais vues. Bien évidemment, les manifestations sont pas déclarées. Bien évidemment, il n'y a pas de parcours prédéfini à l'avance. Et ce qui était étonnant à Rouen, c'est qu'on trouvait aussi finalement, mais ça c'est un peu après, mais on trouvait des choses qui se passaient à Paris, c'est que les gens assument intégralement la question de l'affrontement avec la police, quoi. Là, il n'y a pas du tout le réflexe non. Les gens assument intégralement les barricades. Il y a des incendies absolument fous qui ont été faits, en général plus ou moins, absolument de manière spontanée. Et lors des premières manifs, quand il y avait un peu des vitrines de banques qui étaient étoilées, il y avait quelques critiques, mais qui étaient loin d'être unanimes et beaucoup moins actives que celle à quoi on pouvait habituer. Et actuellement, ça serait moins le cas. Voilà, donc c'était quand même un moment où la colère, finalement, après tout ce qui était pris dans la gueule, c'était quand même le moment où la colère, elle pouvait s'exprimer enfin et quand même s'attaquer symboliquement à ce qui constituait le pouvoir, quoi. Et le désir d'aller à l'Élysée, il était fort. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que ça a réactualisé un peu aussi certaines influences théoriques qu'on peut avoir, où finalement on n'arrêtait pas de rabâcher le pouvoir. Le pouvoir est contenu dans les flux, quoi, dans les flux économiques, etc.
Et finalement, donc ça c'était une bonne intuition, puisque les Gilets jaunes s'y sont livrés également. Mais on avait peut-être laissé un peu de côté justement l'aspect symbolique, mais hyper fort de l'émeute, mais à Paris. Parce qu'en France, voilà, Paris incarne un truc hyper centralisé, tu vois, de par ses institutions, les lieux de pouvoir, etc. On sait très bien que les lieux de pouvoir sont vides. Voilà, tu trouves des bureaux, tu trouves personne, mais que finalement, voilà, la charge symbolique que ça portait, finalement, voilà, elle était hyper forte. Et le fait que sur les Champs-Élysées se retrouvent des dizaines de milliers de provinciaux, des gens qui vont jamais à Paris, qui sont là, qui sont en train de juste dépaver la plus belle avenue du monde, c'est un truc où, symboliquement, voilà, qui fragilisait le pouvoir, quand bien même il n'y a pas de. Tu vois, quand bien même ces bureaux-là sont vides et que les magasins de luxe, vraiment, voilà, quoi. Donc, ce truc-là a été remis au goût du jour, quoi. Et c'est que aussi il y a des scènes qui étaient vécues, qui étaient dignes je sais pas, des épisodes que j'ai pu lire de La Commune ou des années 70 en Italie. C'est que t'allais sur les ronds-points, mais aussi dans les premiers temps, avant qu'on se rende compte vraiment de la violence policière, t'y allais en famille. C'est-à-dire qu'on a vu des familles, des grands-pères avec sa fille et son petit-fils aller sur les Champs-Élysées, quoi. Et la fille chercher où était papy parce qu'il était en première ligne, quoi. C'était vraiment, non mais vraiment, c'était vraiment ce genre d'anecdote. Ça me faisait penser vraiment à La Commune. Tu viens en famille et Il y a des familles entières qui ont été blessées. Ouais, c'est ça. Le 24, je crois que les premiers blessés graves, c'était une famille entière. Et la deuxième anecdote, c'est moi, à un moment donné, le 1er décembre, je tombais des nues des scènes qui se déroulaient devant mes yeux. Je n'avais jamais vu ça. C'était des pillages, mais ultra joyeux. C'était tout le monde se lançait des bouteilles de Calva hyper vieux, enfin super bonne à boire d'ailleurs sur les barricades, etc. Avec une sorte d'agriculteur qui venait je ne sais pas quel bled à la campagne, plus une caille des alentours de Paris, et moi, en fait, voilà, on buvait du Calva sur une barricade ensemble, quoi, en rigolant de la situation. Et ça me faisait penser à l'Italie des années 70, quoi. On allait directement se servir dans des super magasins aux Champs-Élysées du bon alcool pour pouvoir continuer gaiement à faire ce qu'on avait à faire, quoi. Et ça, c'était vraiment. J'avais vu ça que dans les bouquins, en fait. Tout en voyant des gilets jaunes sur le toit de l'Arc de Triomphe. Et voilà, et tout en voyant la scène, on a dit maintenant l'Arc de Triomphe est avec nous, quoi. C'était la folie. En plus, ce qui est quand même assez savoureux, c'est que les Champs-Élysées, c'est quand même. Moi, par exemple, j'ai vécu 5 ans à Paris. En fait, j'étais jamais allé sur les Champs-Élysées. Voilà. Donc, c'est un quartier où on va pas, où on vit pas. Et que, en général, les quartiers bourgeois sont quand même assez épargnés par les manifestations, quoi. Et là, en fait, systématiquement, c'est quand même là que les gens se sont retrouvés, c'est là que ça a été détruit. C'est pareil, le Fouquet's, le nombre de gens qui assument absolument le fait que, parmi les Gilets jaunes, hein, qui assument absolument intégralement, quoi, tu vois, qui embrassent ce geste intégralement, le fait que le Fouquet's était déplacé. Et à la fin, on avait écrit ça. Bon, c'est vrai que d'un certain point de vue, on dit, ouais, Macron vient de chercher, et on n'y arrive jamais. Mais finalement, le 16 mars, on est quand même allé le chercher, c'est lui qui est pas là. Et finalement, c'est son monde, quoi, qu'on allait chercher. C'est à son monde que les Gilets jaunes prennent. Enfin, c'est son monde que ces Gilets jaunes prennent plaisir à détruire. Et même, je sais pas si vous avez vu, il y a ce couple-là qui a récupéré 4 fourchettes et qui a été poursuivi. Tu vois, d'ailleurs, ils disent, bon, on nous l'a filé, mais peu importe, à aucun moment donné, ils ont l'impression de commettre quelque chose comme un crime. Tu vois, donc, quand ils disent complice du pli, il y a un truc un peu rigolo. Puis après, les scènes où les gens, ils mettent les tables et ils refont une espèce de terrasse sauvage improvisée avec les différents éléments, c'est qu'on voit bien qu'il y a un décalage entre la manière dont le gouvernement essaie de criminaliser ses actes et la manière dont les gens le vivent, en l'assumant d'ailleurs à visage découvert. Et du coup, c'est sûr que c'est vraiment là, parce que c'est même pas vécu comme de la violence en quelque sorte, et ça permet de poser un peu ce qui caractériserait effectivement la violence d'État qu'on peut des fois appeler brutalité, quoi, et une partie de la violence du saccage, etc., qui appartient effectivement traditionnellement dans des moments un peu révolutionnaires à ce qu'il faut bien relever de la violence légitime. Et d'ailleurs, ce qui était assez fou le 1er décembre, c'est qu'on voit bien que finalement cette colère-là qui s'est exprimée, elle s'est aussi exprimée à d'autres endroits de villes de province. Je crois que c'était le jour où il y a eu le péage qui a été attaqué avec la voiture en flammes. C'est là où il y a la préfecture qui a été attaquée au Puy-en-Velay. Tu vois, et depuis, j'ai appris une autre anecdote qui m'avait échappé sur ce jour-là, du 1er décembre. Il y a aussi le jour où à Dijon, je crois, ils ont reculé la barrière de CRS, enfin, ça doit être cette période-là. Mais il y a un petit village qui s'appelle le Pouzin. Ça vous dit rien ? Un truc genre dans le, je sais plus où, dans le sud-est ou je sais pas quoi, mais un petit village, je crois, de 2000 habitants, où grosso modo il y avait un rond-point, enfin il devait y avoir une manif dans une ville pas très loin. Finalement il y a un rond-point qui est toujours occupé là dans ce fameux village qui s'appelle le Pouzin. Un jeune est interpellé un peu violemment. Du coup tous les gens du rond-point appellent à l'aide, tu vois, genre ouais faut venir au Pouzin, etc. Les gens déboulent dans le village, soi-disant qu'aussi autour il y aurait un peu des quartiers, tu vois, un peu des tiécards, un peu des communautés de gitans, etc., etc.
Du coup, il y a genre 400-500 personnes qui déboulent dans ce petit village de 2000 habitants. Et en fait, les forces de l'ordre ont été acculées. Ils avaient plus de munitions. Ils ont fait une espèce de, je sais pas, une espèce de rencontre entre le porte-parole de Gilets jaunes et le porte-parole de CRS. Ouais, les gars, faut arrêter. Là, on a plus de grenades, on peut plus rien faire. Ils ont été, enfin voilà, ça a été ils ont mangé quoi. Et en fait, dans ce petit village, il y a un espèce de canal qui passe. Et en fait, les forces de l'ordre ont été évacuées via des navettes navales. Ils ont laissé les camions et ça a été un épisode de. Et le mec, ils l'ont lâché. Le mec. Ah, je sais pas. Je connais pas le fin mot de l'histoire, mais non, mais ce qui est absolument hallucinant, c'est que tu vois, c'est un village de 1500 habitants. En fait, il y a eu une émeute incroyable le 1er décembre, tu vois. Effectivement, tout a été occulté par l'émeute parisienne, mais en fait, ça a été insurrectionnel sur quasi tout le territoire, quoi. Et juste pour ajouter un truc, c'est que sur le moment, nous qui vivons l'émeute, tous ceux qui ont vécu l'émeute, on était tous hyper contents, on avait éprouvé quelque chose de très fort entre nous, c'était à la vie, à la mort, et vraiment, ce jour-là, moi par exemple, personnellement, j'ai vraiment cru qu'on était en train de vivre le début d'un moment insurrectionnel, je m'étais persuadé en fait qu'on allait faire tomber Macron, c'était tellement fort que j'y ai vraiment cru. Et quand on est revenu de Paris, en revenant de Paris, en rentrant chez nous, on est passé au rond-point des Vaches, parce qu'il y avait quand même des gens qui occupaient encore le rond-point des Vaches ce soir-là. Et quand on a ouvert la fenêtre en disant on revient de Paris, et donc nous on savait que les images qui tournaient sur BFM, qui étaient vraiment, oui, c'était le début des mensonges, quoi, au niveau des chiffres, au niveau de qui composait ces manifestations, comment s'est déroulée la manifestation, etc. Les gens au rond-point des Vaches, ils étaient trop contents, ils étaient mais bravo, on était des braves, quoi, on était les braves qui montaient sur Paris, quoi. Et en fait, dès le départ, là a commencé aussi la guerre des médias, c'est-à-dire on croit plus à la télé, on croit plus à la radio, on croit juste les gens les gilets jaunes, quoi. Après, il y a quand même une petite particularité, qu'il faut noter par rapport justement à ces journées-là qui sont des journées d'émeute, c'est que quand même Paris a été vidé de ses pauvres. Et que dans la tradition révolutionnaire du 19e siècle, quand il y avait des émeutes à Paris, c'était dans les quartiers ouvriers. Et les barricades, c'est dans les quartiers ouvriers, c'est là où les gens vivaient. Et c'est là où il y a quand même une dimension un peu artificielle, c'est-à-dire qu'on va à un endroit, mais c'est pas l'endroit où on habite. Alors c'est bien de porter atteinte au quartier bourgeois, et voilà, c'est sûr que c'est quelque chose qui permet d'établir une démarcation très claire, quoi. À qui ça donne le sourire de voir qu'un quartier bourgeois est ravagé ou pas, tu vois. Il y a des gens, non, pour eux, c'est pas possible. Il y en a à qui ça donne le sourire. En général, les gilets jaunes, ça donne le sourire, tu vois. En repas de famille, tu vois bien qu'immédiatement, il peut y avoir des crispations autour de tout ça, quoi, sur l'avenir du Fouquet. Et en tout cas, c'est sûr il y a une différence, voilà. C'est hallucinant, mais par exemple, le quartier le Saint-Michel au 19e siècle, c'était un quartier de pauvres, c'est là où habitaient les pauvres, quoi. Donc, Paris étant ce qu'il est, de toute façon, il y a plus ce lien étroit entre là où tu t'affrontes avec les flics, c'est là où tu vis, et les barricades que tu construis, c'est pour empêcher la progression dans les flics dans les quartiers où tu vis, quoi. Ce qui est quand même une singularité, voilà, c'est important. Moi, j'avais une question plutôt en gros, vous avez donné beaucoup d'éléments de réponse à la question que j'ai en tête depuis tout à l'heure, mais je pense que vous pouvez aller même plus loin. C'est l'analyse en fait de cette idée d'émeute. Je vais faire la voix du gentil gauchiste bien pensant qui va dire oui, mais finalement l'émeute, ce mode d'action pour faire changer les choses, ça exclut tout un tas de gens qui vont pas venir, et donc on fait pas masse, et donc ça ne pourra jamais marcher. Donc finalement, la question c'est pas d'accord ou pas d'accord, mais la question c'est comment le mouvement des Gilets jaunes, face à cette stratégie de l'émeute, face au fait de s'affronter au pouvoir de manière violente, comment en fait le mouvement, vous percevez, là vous avez donné plein d'éléments, les gens étaient contents, les gens étaient finalement emballés par ce qui se passait. On a l'impression aussi qu'il y a tout un tas de gens qui trouvent que c'est la mauvaise stratégie parce que ça exclut, parce qu'on va pas aller, on risque de se faire taper, parce que c'est pas bien. Donc comment le mouvement finalement voit ça ? Est-ce que la stratégie elle est assumée en se disant oui, il faut la continuer, ou est-ce qu'il y a bien des dissensions en interne en se disant peut-être qu'il faut d'autres stratégies ? Enfin voilà, un peu le ressenti du mouvement sur cette question de l'émeute aujourd'hui peut-être, parce que ça a continué depuis le mois de décembre et c'est moins fréquent, mais en tout cas il y a encore des émeutes. Peut-être tout au début, quand il y a eu ce truc-là, justement, quand les médias parlaient de casseurs, etc., il y a eu très vite, effectivement, le lendemain matin, ce qui était bien justement avec les ronds-points, c'est qu'on pouvait discuter immédiatement des événements, quoi, on n'avait pas besoin d'attendre. Et donc le lendemain matin, il y a eu cette histoire de casseurs, par exemple. Et donc effectivement, casseur, même encore aujourd'hui, c'est pas un mot c'est une mauvaise connotation, ça passe pas, et voilà, le casseur. Mais ce qui est assez marrant, c'est que maintenant, on a tendance à parler des casseurs comme étant les gens du gouvernement. Là, c'était... Voilà. Il y a un glissement qui s'est fait comme ça. Mais c'est vrai qu'au début, il y a un peu ces trucs-là. Oui, il y a les casseurs, il y a les machins, comme si c'était les casseurs n'étaient pas des gilets jaunes, une séparation, quoi. Toujours un élément extérieur, un mouvement, etc. Mais en fait, comme les gens qui étaient partis à Paris, du rond-point des Vaches, sont venus et que eux-mêmes en fait ont participé à cette journée-là,
ça marchait pas en fait, cette séparation en fait. Il y avait pas de. Enfin, je sais pas, je me disais, c'est pas de. C'est vrai que les discussions autour de ça, oui, parce qu'effectivement, le rôle de la retranscription par les médias des événements, effectivement, elle a une grosse influence sur les acteurs eux-mêmes des événements. Tu peux participer à une émeute, et puis finalement, l'une des lectures que tu en fais, en fait, c'est aussi, elle est biaisée par, tu vois, ce qui ressort médiatiquement. Et du coup, ouais, effectivement, après le 24, il y a eu ces discussions-là qui ont eu lieu, notamment sur les ronds-points. Nous, il y a eu ce fameux texte là, casseur et retour sur le 24, casseur et police, etc. Et un autre texte qui s'appelle on ne fait pas une révolution en collant des gommettes. Enfin, tu vois, il y a un truc où finalement, cette violence-là, plutôt que de la stigmatiser, on essaie plutôt de dire non, mais en fait, dans tout épisode de révolte populaire, voilà, il y a de la casse, etc. Enfin, il y a une colère qui s'exprime et qui peut s'exprimer de cette manière-là. Et finalement, voilà, par le sentiment, la volonté de victoire, le sentiment de légitimité, etc., tout ce qu'on a dit, même les comportements de la police, etc., a amené une espèce d'acceptation un peu générale de l'affrontement. Du coup, ce truc-là, grosso modo, il a pas tant posé de problème au sein du mouvement, puisque il n'y avait pas... d'habitude, c'est plutôt les fractions gauchistes qui pensent la massification, c'est toujours l'espèce d'argument. Et finalement, ce qui est marrant, c'est qu'à Rouen aussi, on a eu l'impression que dans les manifestations, il y a eu plus de gens, enfin de plus en plus de gens, parce qu'il se passait de plus en plus de choses. En fait, les gens disaient non, mais nous, on vient pas. Ouais, c'est bien de marcher pendant 8 heures, mais en fait, spontanément, la présence des policiers exerce un espèce de pouvoir d'attraction. Genre, en fait, il faut que ça gaze, il faut déranger, etc. Et en fait, c'est ça qui ressortait un peu comme élément principal, c'est qu'on parle pas de nous. Enfin, les gens, voilà, sur Facebook disaient souvent heureusement qu'il y a les casseurs, sinon on parlerait pas de nous aux 20 heures. Et en fait, c'est un peu ça qui, même si des gens seraient pas prêts à casser une vitrine ou jeter une pierre, ils disaient non, mais en fait, oui, on n'est pas d'accord avec ça au fond, mais là, on n'a pas le choix, on n'est pas écouté. Ça fait 4 mois qu'on est sur des ronds-points, ça fait 4 mois qu'on fait des manifs, et en fait, les choses bougent quand en fait, on vient chez eux et qu'on commence à retourner la table. Et finalement, là, tout le déplacement qu'il y a eu entre le 1er décembre, où globalement ça a été une acceptation générale, et le 16 mars, où il y a eu de nouveau un gros épisode d'affrontement sur Paris, la différence notable, c'est que ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées le 16 mars, il y avait vraiment une acceptation des gestes, mais hyper massifs, quoi. C'est-à-dire qu'on était serré sur les Champs-Élysées, donc voilà, ils disent qu'il y avait 8000 personnes, donc n'importe qui était présent pourrait dire qu'il y avait au moins 4, 5, 6, 7 fois plus de personnes. Et en fait, y compris les gens qui se livraient pas à des gestes de saccage ou je sais pas quoi, ils disaient mais oui, mais allez, prenez tout dans les magasins, il y a pas de problème, allez, aujourd'hui c'est les soldes, faut y aller, allez, aujourd'hui on prend l'Elysée, on y va, on fonce. Et après, ouais, tu sors les marchandises de Hugo Boss, de Lacoste, et t'as le Fougat qui crame, et t'as 30 000 personnes à l'unisson qui crient révolution, révolution. Donc globalement, à ce moment-là, les gens se sont pas... Enfin, je sais pas, les gens se sont laissés emporter par ce truc-là comme étant en fait la seule réponse possible à un espèce de pouvoir dont les seules réponses sont uniquement répressives, sécuritaires, etc. quoi. Et puis voilà, le terme casseur, effectivement, est toujours assez péjoratif, mais par exemple, le terme Black Bloc est vachement plus accepté. Et il y a eu des déclarations d'amour pour les Black Blocs sur les groupes de Gilets jaunes. Il y a le 16 mars, ce qu'on a pu voir dès 11h du matin, c'est des gilets jaunes qui revêtaient la tenue de Black Bloc pour comment c'est une technique en fait c'est une technique pour ne pas se faire pour dissimuler son visage, mais aussi pour faire bloc, etc. Mais c'était par exemple, je me souviens de 11h du matin 16 mars sur BFM voir une banderole noire avec Black Bloc 51. Gilets jaunes, Black Bloc 51. Enfin, c'était vraiment assez... Et c'était des femmes du 51. Je sais pas où c'est le 51 d'ailleurs. Ouais, On sait toujours pas où c'est. Voilà, Quelque part en France. Qui disait... En fait, Non, voilà. 60, Et c'est que du tout... Par exemple, le Black Bloc est quand même une pratique hyper minoritaire. Là, elle devient presque majoritaire dans les manifestations... La Marne. quoi. À la Marne, voilà. Mais après, peut-être l'élément à rajouter aussi, c'est que sur le niveau de conflit, le niveau de violence là qui a été atteint, tu vois, par exemple, après le 1er décembre, il y a eu le retour de bâton qui a été le 8, où voilà, pendant une semaine, ils ont fait des annonces quasiment à dire, voilà, on donne le permis de tuer, voilà, s'il le faut, etc. Et effectivement, il y a quand même une limite, enfin, la question de l'affrontement, là, on n'est pas dans la configuration où d'un seul coup, on sera en capacité, où on aurait le nombre pour faire reculer des blindés de la gendarmerie, ou, enfin, même si ça a pu arriver dans des épisodes très isolés dans le temps et l'espace. Voilà, il y a quand même la question de, en fait, jusqu'où tu portes la question de l'affrontement, et surtout parce que, évidemment, c'est quand même les forces de l'ordre qui posent le contexte, quoi. Bah, voilà, qui dit voilà, on vous tire dans la gueule, vous allez perdre des yeux, des mains, etc. Du coup, c'est voilà, qui prépare le terrain, en gros, voilà, si vous venez, c'est que vous êtes des combattants, etc. Et du coup, il y a tout un enjeu aussi à
à faire de la lutte, pas uniquement quelque chose de guerrier voilà, et que la seule manière de s'y rapporter ce soit l'affrontement, parce qu'évidemment, voilà, personne n'a envie de. Enfin voilà, il y a combien 20, 25 éborgnés, 4 mains perdues, il y a eu des comas, des ci, des ça, enfin évidemment que la question de l'affrontement c'est quelque chose à prendre en compte et qu'en même temps ça peut pas être l'unique terrain sur lequel voilà, il y a une perspective de victoire, quoi, sachant que voilà, tout le corpus répressif qui est en train de se monter entre la loi anti-casseurs, les mesures qui ont été posées après le 16 mars, et puis sûrement d'autres choses qui accompagneront peut-être les prochains ultimatums ou le 1er mai, etc. On n'est pas à l'abri de nouvelles annonces. Donc, Moi, je voulais préciser un truc par rapport à la stratégie. Justement, je pense que c'est pas la stratégie l'émeute. C'est pour ça, c'est un peu le problème, c'est que tu vois, tu peux pas te dire, tu l'as dit un peu dans ta question, la question ça peut pas, est-ce que tu peux être pour ou contre, quoi. Parce que le problème du mot stratégie, c'est que souvent il y a un stratège, et tu vois, c'est un général. Il n'y a pas un centre de commandement à partir duquel sont élaborés les actes qui vont être tenus à tel ou tel endroit. Et c'est ce qu'on disait d'ailleurs sur le 1er décembre, c'est pas un hasard si ça éclate de partout, tu vois. Personne s'est réveillé le matin en disant je vais trouver un Fenwick et je vais défoncer une porte, quoi. Tu vois. Personne s'est réveillé le matin en disant aujourd'hui on monte en haut de l'Arc de Triomphe. Voilà. C'est là où il y a la dimension spontanée et populaire. Voilà. Et il faut pas aller, d'après moi, c'est d'ailleurs aussi le problème, c'est qu'à un moment donné la question c'est pas est-ce que effectivement tu es pour ou contre, c'est que s'il y a quelque chose comme un épisode qui est réellement quelque chose qui ressemble à un épisode révolutionnaire, et on sait bien que l'imaginaire révolutionnaire, il est au cœur même du mouvement des Gilets jaunes, et que quand ils prennent les drapeaux français et qu'ils chantent la Marseillaise, c'est plus quelque chose qui renvoie à cet imaginaire révolutionnaire-là, hein, contre nous de la tyrannie aux armes citoyens, formés au bataillon, c'est plutôt un truc qui relève de ça, plutôt qu'un chant patriotique pour fascistes en mal de peuple blanc, quoi. Donc, dans cet imaginaire-là, il y a nécessairement le fait que ce que tu disais, il n'y a pas de révolution en collant des gommettes, c'est qu'il n'y a pas d'expression populaire réelle massive qui ne soit pas en même temps l'expression d'un mécontentement qui produit des effets qu'on peut appeler violents, enfin qui produit des effets qui cassent, qui s'affrontent, etc. Et du coup, justement, le problème, c'est quand il y a ce genre le personnage que tu jouais, c'est non, ne faites pas ça, c'est contre-productif, parce qu'on n'est pas en train de produire un résultat à partir de moyens qui auraient été rationnellement élaborés. Maintenant, en termes de tu vois, parce que par contre, si on essaye de penser en tout cas à qu'est-ce qui pourrait marcher, c'est sûr que l'addition des trois, c'est-à-dire des gens qui font une expérience un peu collective et qui sortent de l'atomisation, en même temps qui réussissent à mettre en échec l'économie en s'attaquant effectivement à la circulation des marchandises, et qui par ailleurs montrent leur détermination en ville, ça suffit pour fragiliser durablement un gouvernement. S'il y a que les manifs, je sais pas, tu vois, ils ont réussi à niquer plus ou moins systématiquement les blocages, ils ont réussi à niquer les ronds-points, pour l'instant les manifs tiennent, et moi je fais partie de ceux qui pensent que même si finalement, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, il y en a marre de tourner en rond, même par exemple samedi dernier, le fait que après l'ultimatum 1 et le nouveau degré d'escalade, en tout cas dans la communication du gouvernement, les gens continuent à venir, et même si c'est juste on marche calmement, c'est très bien, et à nouveau ça explosera. Alors pour revenir sur la stratégie, sinon l'un des autres éléments, c'est que quelqu'un à un moment donné avait lancé la grève générale. Il y a eu le fantasme de la grève générale qui a été réanimé. Boulot s'était activé, Boulot qui est le porte-parole des Gilets jaunes de Normandie, s'était activé pas mal fort sur la question de la grève générale, et là c'était pensé comme une stratégie en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est le moment où il commence à y avoir un espèce de centre qui continue à dire mais qui commence à dire ce qui serait bien, c'est de faire ça. Il y a eu des appels considérables qui ont été faits pour la grève générale. Même des Gilets jaunes du rond-point des Vaches sont allés diffuser des tracts partout. En vérité, ça a échoué. Voilà. Il y a encore des gens qui pensent qu'il faudra encore appeler la grève générale. Ça a été évoqué tout à l'heure. L'une des raisons pour lesquelles finalement les Gilets jaunes se sont dirigés vers les blocages, c'est qu'on n'est plus dans une situation, à l'époque, aujourd'hui, le capitalisme, c'est plus une situation où, en Europe, où finalement, et en France, où la position de l'ouvrier en CDI a une position centrale. On n'est plus dans un système fordiste où finalement la possibilité de s'attaquer à l'économie pour la bloquer, c'est à partir d'un schéma, d'un schéma qui est celle de la figure centrale de l'ouvrier qui peut menacer la production grâce notamment à des appels qui seraient relayés par des structures syndicales. C'est-à-dire il y a eu des restructurations capitalistes successives. Maintenant, ce qui prédomine, c'est le travail intérimaire. Il y a eu les délocalisations, etc., etc. Donc il n'y a plus cette figure centrale. Et donc effectivement, le blocage des axes routiers, c'est l'un des moyens par lesquels on peut
bloquer l'économie sans passer par la production. Et le passage par la production, par la grève, c'était justement le moment où l'ouvrier masse avait une figure centrale, et que dans ce cas-là, les structures syndicales avaient une figure centrale. Tu vois, à un moment donné, il faut juste prendre la mesure de cette situation-là. Et d'ailleurs, sur les ronds-points, il y a beaucoup de gens qui sont et travailleurs, ouvriers, et syndicalistes, tu vois. Mais c'est pas l'identité à partir de laquelle ils vont investir de ce mouvement-là, parce qu'ils comprennent bien que c'est un truc qui est faible. Voilà. Actuellement, pour juste voilà. Moi, j'avais quand même une question là, avant de peut-être repasser à une chanson, mais on a beaucoup parlé de la violence policière en tant que telle, c'est-à-dire voilà, la répression en direct, la violence, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une évolution de l'aspect on va dire judiciaire par la suite? Parce que là, par exemple, tu parlais des gars là, qui se sont fait pécho après via Facebook au Fouquet's, là, ceux qui avaient volé les trucs de Fouquet's. J'ai l'impression qu'il y a eu aussi tout un moment de flou pour le gouvernement et du coup une propagande qui a été faite anti-casseurs, tout ça. Mais il y a eu aussi une espèce de reprise en main des choses en se disant, bon, on va quand même faire payer les gens et on va les chercher, quoi, en fait. Aussi, j'ai l'impression que ça change aussi quelque chose, quoi. Je sais pas si... Ouais, on peut dire que là, avec les Gilets jaunes, beaucoup disent on n'a rien obtenu à part une loi anti-casseurs, ce qui n'est pas totalement faux. Et du coup, ça, c'est sûr que là, rapidement, après la séquence 1er décembre, 8 décembre, il y a eu tout un arsenal des prémices d'annonces, puis des mesures concrètes qui ont été posées. Donc avec la loi anti-casseurs, donc tout le contenu de la loi anti-casseurs, c'est finalement tous les fantasmes qui circulaient déjà au sein d'une fraction de la classe politique depuis des années, hein, comme les interdictions de manifs administratives, etc., outrepasser la case pénale pour finalement empêcher les gens d'aller manifester, etc. Enfin, la pure répression administrative comme ça qui peut tomber. Du coup, tous ces trucs-là, donc ça c'est quand même un truc assez hallucinant. Et effectivement, la volonté du pouvoir d'essayer de choper tous les gens qui ont fait des actes un peu marquants, quoi. Du coup, ça a été ceux qui ont attaqué le bureau de Benjamin Griveaux à Rouen, l'incendie de la Porte de France, de la Banque de France, excusez-moi. Enfin voilà, toute une série de trucs comme ça. Et donc tous les gens, quasiment tous les gros coups, entre guillemets, les gens se sont fait serrer. Et finalement, donc entre ça, donc ça c'est tous les trucs spectaculaires, toutes les arrestations qu'il y a eu en province, sur Paris, etc. Enfin, genre le 8 décembre, il y a, je sais plus combien, un nombre record de gardes à vue, c'est 2 ou 3, je sais plus combien là, 1005 ou 2000 gardes à vue. Alors tu te dis, tu soustrais au nombre de gilets jaunes là dans la rue, tu soustrais 2000 personnes. Enfin, c'est un truc, c'est absolument hallucinant. Et du coup, toutes les répercussions judiciaires, donc peine de prison, gens en prison, je crois qu'il y a à peu près 300 personnes incarcérées. Il y a, je sais plus combien, 2000 poursuites judiciaires, dont une grosse partie de prison ferme. Enfin voilà, c'est des chiffres absolument hallucinants. Donc finalement, tous les gens que tu côtoies, tu vas en manif, tout le monde connaît soit une personne qui a été arrêtée et donc est poursuivie, soit une personne qui a été blessée. Et donc forcément, ce truc-là, ça a un effet direct sur la détermination et comment les gens se pointent aux manifs suivantes, quoi. Et ça, on a pu le voir vraiment. Il y a eu un espèce de revirement comme ça, je dirais, à la mi-janvier, fin janvier, où finalement tout ça accumulé, blessures, répression, voilà, ça a eu un effet direct sur la détermination des gens, où tu voyais à Rouen, avant des gens qui de manière naïve couraient à la vue de n'importe quel véhicule de la brigade anticriminalité, et qui là, à l'inverse, se mettaient à courir dans le sens inverse à la première vue d'un flashball, quoi. Et ce qui peut paraître normal, quoi, mais je veux dire, en tout cas, il y a quand même quelque chose qui s'est retourné, quoi. Il y a deux effets, c'est que d'une part, il y avait les Gilets jaunes n'étant pas dans des processus de mouvements sociaux auparavant, pensaient qu'il allait y avoir une victoire assez rapide. Au final, non, ça fait 5 mois maintenant. Donc il y a un effet d'usure aussi, parce que le gouvernement joue sur cet effet d'usure. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, effectivement, il y a le doublon, quoi. Il y a les mesures judiciaires qui font que les gens, au final, se disent chaque samedi, il y a un enjeu physique, c'est-à-dire que je peux me faire mutiler, je peux me faire arrêter et aller en prison, quoi. Et donc, du coup, ces deux effets-là, c'est effectivement, on l'a vu en janvier-février, il n'y avait pas du tout les mêmes mises en jeu, en tout cas dans les corps, quoi, dans les manifestations. Les gens n'allaient plus percer les lignes de flics comme on avait pu voir en décembre. Il y avait, voilà. Mais en même temps aussi, les gens se protégeaient plus. Du coup, il y a eu beaucoup plus. On a vu apparaître un peu dans toutes les villes les banderoles renforcées, les masques à gaz, les lunettes, etc., boucliers.
Mais du coup, voilà, et c'est en ça que, par exemple, l'ultimatum a été assez salvateur pour tout le monde, parce qu'il y avait quand même cette envie-là, en fait. Tout le monde avait envie de revivre le 1er décembre. Et donc, du coup, le fait de dire, bon, on continue le samedi, on continue cette sorte de tension tous les samedis à manifester pendant 8 heures, etc., montrer qu'on est là, c'est parce que ça fait quand même chier, hein, le centre-ville. On se marque une date où c'est la date, quoi. C'est la date où on y va tous, c'est le moment, quoi. Et voilà, c'est un peu tout ce que tout le monde se disait en off, et ça a été le cas, effectivement, le 16 décembre, ça a été Après, ce qu'il faut dire quand même, c'est que, bon, nous, ça fait longtemps qu'on connaissait un peu, dans les milieux politiques, qu'il y avait des gens qui étaient mutilés, ou dans les quartiers populaires, ou les supporters de foot, c'est les 3 cibles qui étaient visées. Là, ça a pris une tournure effectivement massive quand même, et faut remarquer qu'à un moment donné, il y a aussi un revirement dans les médias, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'en parlaient pas. Et à un moment donné, les choses ont clairement tourné en défaveur du pouvoir, dans la mesure où finalement, finalement, il y a eu un moment donné où la violence policière ne passait pas. Voilà. Avec les trucs dont je parlais tout à l'heure, l'ONU, Parlement européen, et c'est quand même l'une des premières fois où il y a dans les milieux un peu comme ça, humanistes, autant de gens qui s'emparent de la question. Donc, voilà, c'était quand même important. D'ailleurs, ils ont essayé d'inverser le truc depuis le 16 mars, quoi, parce que maintenant c'est redevenu contre les casseurs et compagnie. Mais sinon, à côté effectivement de l'ampleur de la répression, qu'elle soit policière ou judiciaire, il y a d'autres aspects qui ont été utilisés pour calmer le jeu. D'abord, il faut dire qu'effectivement, malgré tout, il a lâché des miettes, Macron. Il a quand même, je sais pas, c'est quand exactement la date où il a ses annonces. 10 décembre. Le 10 décembre, tu vois, donc après le 8 décembre. Le 8 décembre, en fait, le 8 décembre, juste une petite parenthèse, c'était moins spectaculaire, mais on a appris après que en fait, il y avait beaucoup plus de dégâts que le 1er décembre, parce qu'en fait, c'était beaucoup plus répandu, et que donc ça avait été moins visible, parce que les affrontements n'étaient pas contenus aux mêmes endroits, mais qu'en fait, il y avait des dégâts considérables. Donc le 10 décembre, ils ont quand même abandonné la taxe carbone. Ils ont quand même abandonné la taxe carbone, ils ont supprimé l'augmentation de la CSG pour les retraités, et ils ont fait une espèce de revalorisation du SMIC par l'intermédiaire d'un prix d'activité. C'est évidemment des cacahuètes, mais nous on a un pote qui vient de les recevoir, il a 300 €. C'est pas... Et donc ça fait partie aussi des mesures qui visaient à calmer le jeu, quand même, voilà, en disant on a lâché quelque chose, et encore une fois c'est bien après la séquence des grosses journées parisiennes, quoi. Et le troisième élément, c'est qu'il a lancé le grand débat. Voilà. Qui d'ailleurs a d'ailleurs aussi divisé à un moment donné les gilets jaunes, en quelque sorte, parce que la question c'était est-ce qu'il fallait y participer ou pas. Donc globalement, il y a quand même unanimité sur le fait de dire que c'était un enfumage, mais il n'y a pas eu que la répression. Bon, après, il y a effectivement la communication anti-casseurs, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une telle méfiance de la part des gilets jaunes à l'égard des médias mainstream, comme on dit, que ça n'a pas beaucoup d'effet. Maintenant, par contre, en termes de l'opinion publique, c'est pas sûr que ça n'a pas des effets. Moi, là, ça m'arrive dans ma vie normale, ça m'arrive plus fréquemment de rencontrer des gens qui disent non, mais là, les gilets jaunes, il y en a marre. La dernière fois, je suis allé chez l'ophtalmo qui me dit moi, je la soutenais, maintenant c'est plus, je l'ai soutenue, maintenant c'est plus le cas. Et que quand même, la propagande anti-casseurs, ces violences sont inacceptables, elle continue. Dans l'opération de communication, quand même, elle continue à faire ses effets. Et là, c'est un peu ce qu'on se dit par la suite, c'est qu'il y a eu une situation un peu de pourrissement qui a été du coup mise en place par le gouvernement, parce qu'il y a une situation qui est quand même hallucinante, c'est que les manifestations continuent, les gens sont encore dans la rue, et depuis les quelques miettes qu'il a lâchées le 10 décembre, chaque fois qu'il y a des réponses, c'est une réponse répressive. Voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, on se demande même comment est-ce que la possibilité de l'exercice du mandat peut être garantie pour les semaines qui viennent. Puis on peut parler, je vais m'arrêter là, mais après on peut parler un peu de la suite et de l'avenir, quoi. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on aurait pu s'imaginer, en fait, chaque fois qu'il y a des mesures sécuritaires qui tombent, elles sont un peu à double tranchant, tu vois, elles peuvent aussi produire plus de réactions que ce qu'elles cherchent à contenir, tu vois. Il y aurait pu, par exemple, avoir une espèce de démulsion de la gauche qui aurait dit non, mais c'est scandaleux, quoi, on va mettre les militaires, quoi. Enfin, voilà, tout un truc comme ça qui, finalement, c'est assez peu produit. Mais finalement, tout ce qui se passe, enfin, tout ce qui est mis en place en termes de corpus sécuritaire, c'est un truc qui dépassera les gilets jaunes. C'est-à-dire, maintenant que c'est instauré, voilà, en gros, là, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est mis en place pour les mouvements futurs, pour les luttes futures, etc. Donc là, c'est quand même hyper compliqué. Et c'est ce qui nous fait dire aussi que là, il n'y a pas d'autre choix que d'essayer que de gagner, en fait. Enfin, une fois qu'on t'a mis ça, une loi anti-casseur qui, finalement, en fait, t'empêche simplement d'aller manifester, juste, t'as pas le choix, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Et du coup, c'est ça aussi qui renforce, enfin, peut-être qui maintient l'espèce de détermination des gilets jaunes. C'est-à-dire, en fait, là, on s'est engagé dans un processus que maintenant, on peut plus se permettre de perdre, quoi. Ok, petite chanson.
cœur, à la rue Saint-Martin, à 100 putains un point, car mon cri est très haut, je vois les jours que l'on m'a mort au vache, au compté, vive les enfants de carrière, là-bas sur la sûreté. Mort au vache, au compté, vive les enfants de carrière, là-bas sur la sûreté. Ouais, cool, c'était Parabellum, Cayenne. Ok, pour essayer de terminer, on va dire que c'est la dernière partie. Comment vous sentez la suite, là, après 4-5 mois de lutte, de mouvement? Est-ce que ça s'essouffle? Est-ce que c'est fini? Est-ce que ça reprend? Comment vous analysez tout ça? Projection. J'amorce. Bah, déjà, moi, je vois deux suites. Enfin, disons qu'il y a le moyen et long terme. Grosso modo, là, ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, la question de la répression sur les ronds-points, elle a quand même eu un certain nombre d'effets. Tu vois, plein d'interdictions préfectorales, etc. Et notamment, là, sur le rond-point des Vaches, là, les interdictions qui tombent, là, depuis 2-3 semaines. Et effectivement, comme ça incarnait l'un des derniers QG, on va dire, de Rouen, enfin, tu vois, c'était là où, finalement, t'avais un peu les derniers résistants, enfin, en tout cas, ceux qui continuent à se voir et à planifier un peu des actions sur ce rond-point. Donc, en fait, ça a un effet quand même assez pénible, enfin, voilà, assez dévastateur. Du coup, il y a, voilà, les bases arrières sont quand même largement affaiblies. La question des manifestations, voilà, il y a une répression de malades. Voilà, il y a toutes ces histoires-là. Et finalement, là, il y a quelque chose qui est venu un peu donner un espèce de nouveau rythme à la lutte, c'est la question de l'ultimatum, donc le 16 mars qui a eu lieu sur Paris. Voilà, donc là, il y a finalement, enfin, ça a été, on peut dire, une réussite, voilà, vu les effets. En tout cas, ça a redonné. Enfin, de ce point de vue-là, c'est une réussite, quoi. Ça a reboosté quand même, ça a redynamisé un peu la question du mouvement. Et en fait, là, ça donne un espèce de nouveau rythme qui serait voilà, un gros ultimatum, enfin une grosse date chaque mois, plus ou moins. Donc là, il y a le prochain ultimatum qui est prévu le 20 avril. Et entre deux, maintenir la pression, tu vois, en province. Du coup, il y a des différents appels plus ou moins gros, Toulouse, Rouen, etc. Enfin, du coup, l'idée de maintenir voilà, la rue en province jusqu'au prochain ultimatum. Et ce qui se profile ensuite, c'est peut-être plus des actions envers des espèces d'événements comme Roland Garros, Tour de France, enfin tu vois, genre Armada, etc. Ça, faut pas le dire encore. Et voilà, du coup, il y a un peu ce truc-là. Et après, il y a les effets comme moi je dirais plus à long terme, qui sont que même si on est défait, si les gilets jaunes sont défaits, si ça se termine comme ça, en fait, si petit à petit la répression, ou ce qu'on pourrait appeler l'asphyxie du mouvement par le pouvoir, elle a un effet voilà, de fin des gilets jaunes, en fait, tu vois, il y a quelque chose qui va continuer à fermenter, quoi. Tu vois, il y a un truc qui va se passer. Et en fait, là, on peut dire qu'on est peut-être au début. Enfin, tu vois, si on dézoome un petit peu, on est peut-être au début d'une espèce de séquence révolutionnaire qui pourrait prendre plusieurs années. Et du coup, peut-être que là, avec l'espèce de précédent incroyable qu'ont vécu les gens, tu vois, l'expérience de la lutte, enfin, tu vois, tout ce que ça a formé comme espèce de communauté informelle de par le territoire, en fait, ça peut se réveiller à sous n'importe quel prétexte, presque. À la prochaine grosse boulette de Macron, peut-être que s'il ose sortir les retraites ou je sais pas quel truc, voilà, en fait, il y aura déjà l'espèce de base, l'espèce d'expérience de lutte qui sera là et qui pourrait réexploser, en fait, avant la fin de son quinquennat, quoi. Ouais, moi je vois mal effectivement comment là, dans la situation actuelle, il pourrait y avoir une énergie considérable pour faire face à la répression des flics sur les ronds-points et pour les occupations, les blocages économiques stratégiques, quoi. Donc effectivement, c'est pas pour rien que finalement les manifestations occupent une place centrale, mais c'est quand même un signe de faiblesse. Voilà, les gens ils ont envie de manifester, apparemment ça continue, quoi. C'était assez impressionnant, même à Paris la dernière fois. Effectivement, c'est pas plus mal que ce soit ponctué de moments un peu plus tendus, mais bon, on verra ce que donne le deuxième. Mais en tout cas, voilà, ça continue. Moi, ce que je me dis, le problème, c'est que tout à l'heure on en a parlé, il y a un moment donné où le gouvernement a lâché quand il était réellement en situation de faiblesse. Là, on peut pas vraiment dire qu'ils sont en situation de faiblesse, parce que notamment, finalement, quand même, le 16 mars, ça a manifesté. Tu vois, le 16 mars, on peut aussi le lire d'une manière un peu pessimiste. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, en fait, il y a tellement d'énergie qui a été refoulée. C'est que d'un coup, elle peut exploser sur un petit espace où on défonce tout, mais ça indique aussi le degré de frustration et d'impuissance en quelque sorte. Quoi, tu vois, on peut se lâcher, mais finalement, en vérité, on est faible. Et justement, cette frustration, elle est importante et elle est dangereuse en l'occurrence, parce que moi, c'est l'une des analyses que je me fais sur le long terme, c'est que en fait, si finalement on n'arrache réellement rien, en gros, les gens se sont mis en jeu.
ils ont fait une expérience collective et finalement ils obtiennent rien, donc ça rajoute à la frustration et à la colère. Ça, c'est un cocktail qui est très mauvais et qui peut tout à fait renforcer les devenirs fascistes possibles, quoi. Parce que si tu fais plus confiance à la politique classique et si tu fais pas confiance à la lutte un peu fraternelle dont tu fais l'expérience, voilà. L'autre possibilité, ce serait qu'il lâche quelque chose d'un peu plus substantiel que ça, que les miettes dont il a parlé. C'est pas rien non plus, tu vois. Même si c'est des miettes, je veux dire, ça n'est quasiment jamais arrivé. Nous, les trucs qu'on a connus, c'était genre le CPE. En fait, le CPE, c'était un truc qui s'appelait la loi sur l'égalité des chances. Il y avait un article particulièrement pourri qui était l'article 8, qui était le CPE. Et genre, on a réussi à faire en sorte qu'il retire l'article 8 de la loi sur l'égalité des chances. Au passage, la loi sur l'égalité des chances, elle est passée. Et notamment, ça réduisait l'âge légal du travail de nuit pour les enfants. Quoi, le travail de nuit pour les enfants? Oui, c'est-à-dire qu'avant, pour faire des stages en entreprise, quand on était en lycée professionnel, c'était 15 ans. Maintenant, c'est 14 ans. On peut faire des stages en nuit. 14... Voilà. Donc, en fait, on n'a que des victoires négatives qu'on connaît. Les victoires positives, c'est un truc comme le Front populaire. Tu vois, tu arraches les congés payés, quoi. Tu vois. C'est un truc de malade. C'est jusqu'en 36, les ouvriers en France, ils n'avaient pas de vacances. Voilà. Donc là, on n'a jamais connu ça. Une prime d'activité, on n'a jamais connu ça. Mais c'est de la miette qui est honteuse. Les gens, ils disent, on n'est pas des mendiants. Donc l'un des trucs, ce serait de réussir à arracher quelque chose d'un peu plus substantiel pour que ça donne confiance, tu vois, dans la lutte qui a été menée. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pas l'impression que les conditions soient réunies pour ça. Parce que comme je le disais, ça se concentre sur les manifs. Et l'un des effets du 16 mars, c'est qu'il y a eu un retournement de la communication du gouvernement. À un moment donné, le gouvernement il était en fragilité. C'est-à-dire que tout le monde l'attaquait de toutes parts parce qu'il défonçait à toute zingue avec le LBD. Et finalement, le 16 mars, ça lui donne la légitimité d'utiliser ces armes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, regardez ce qui se passe quand on ne se sert pas de ces armes-là. Tu vois. Et donc, en termes de communication, c'est pas une victoire pour nous le 16 mars. C'est-à-dire la possibilité que ça a ouverte pour le gouvernement en termes de communication, c'est pas une victoire. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne suffira pas, il me semble, pour faire céder le gouvernement. Par contre, si on s'inscrit dans un truc qui ressemble à la temporalité dont parlait mon ami, c'est-à-dire que quand même, il y a encore une pression, une visibilité telle que ce qui est visible, c'est non, mais gars, t'es quand même obligé de faire quelque chose, quoi. Tu peux pas juste nous envoyer les flics, quoi. Parce que sinon, t'auras à la fois des trucs, des moments de frustration qui explosent et qui veulent dire quelque chose sur lequel qu'on peut pas balayer d'un revers de main, et en même temps, les gens, ils sont encore déterminés à marcher. Il faut que tu lâches quelque chose, absolument. Bon, voilà. Bon, le problème, c'est que c'est la question c'est l'état du rapport de force actuellement, et bon, voilà, on sait pas trop ce qui peut advenir. Après, l'autre truc qui est, moi, je veux finir, l'un des trucs qui est aussi possiblement inquiétant, c'est en quelque sorte le devenir politique du mouvement. Par exemple, on est allé en Italie, on sait très bien que il y avait eu un mouvement un peu similaire. On s'appelait déjà les Forconi. Les Forconi. Et puis ensuite, il y a eu le mouvement 5 étoiles qui s'est traduit par une forme institutionnelle. Et ce qui est potentiellement inquiétant, c'est que on disait qu'au début, il y avait une espèce de spontanéité et d'organisation, mais on s'organise toujours. Ouais, je connaissais des gens qui disent moi, pour aller cramer un radar avec 3 potes, j'ai pas besoin de faire une assemblée générale. Mais on s'organise, on discute, tu vois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que s'organiser, c'est toujours une parole formalisée par une assemblée générale qui serait pour laquelle il y aurait un rendez-vous, etc. Des fois, les gens s'organisent comme ça entre eux. La parole a joué important. Bon, donc ça s'est organisé. Et puis après, il y a des structures qui sont apparues. Par exemple, on sait que la France en colère, elle joue un rôle important, qu'au sein de la France en colère, il y a différentes têtes, comme on dit, qui sont une relative puissance d'appel. À côté de ça, par exemple, il y a Commercy. L'appel de Commercy qui va faire un nouveau truc maintenant à Saint-Nazaire. Mais nous, les échos qu'on a aussi, c'est que quand même à Paris, c'est quand même trusté par les militants politiques classiques. Donc on n'est quand même plus vraiment dans l'espèce de spontanéité. Il y a des structures qui sont montées, qui jouent un rôle. Moi, ce que j'essaye de dire, c'est ce qu'on a toujours dit sur les luttes auxquelles on a participé et sur à quoi j'ai fait allusion. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs lignes qui coexistent. Il y a plusieurs formes d'organisation, lignes d'organisation et de coordination. Le danger, c'est s'il y en a une qui devient hégémonique et qui écrase toutes les autres, tu vois. Et par exemple, c'est le problème du pacifisme. Le problème, c'est que souvent, les centristes, c'est les plus extrémistes. C'est ceux qui sont absolument déterminés à faire en sorte que leur ligne, ça soit la seule ligne qui l'emporte, tu vois. C'est ce qu'on appelle l'extrême centrisme. C'est un enjeu de la bataille de la ZAD, quoi, tu vois. Comment réussir à faire en sorte que dans une lutte, il y ait une diversité des tactiques. S'il y en a qui veulent faire des pétitions et aller interpeller les élus, qu'ils y aillent. S'il y en a qui sont prêts à s'organiser pour mieux résister aux assauts de la police, qu'ils le fassent. Voilà. Maintenant, le dernier élément qui est potentiellement inquiétant, c'est que le devenir politique du mouvement des Gilets jaunes, ça peut très bien devenir un devenir institutionnel. Là, actuellement, il y a un premier truc qui se profile, c'est la question des élections européennes. Et finalement, on voit sur les trucs de Gilets jaunes, il y a beaucoup de gens qui disent il faut aller voter tout sauf Macron. Voilà. Et donc, du coup, on est remis. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, d'ailleurs, c'est le RIC et la formulation des revendications. Mais finalement, on
on retombe dans le piège qui consiste à accorder de l'importance au vote au même moment où on avait fait la découverte d'une puissance collective qui permettait de faire l'économie du vote, tu vois. Et il s'avère qu'il y a beaucoup de têtes des Gilets jaunes qui disent ça. Il faut absolument voter aux élections européennes, tout sauf Macron. Tout sauf Macron, c'est relativement problématique parce que c'est quand même difficile de présenter Macron comme étant le seul candidat des ultra-riches parce que tous les autres seraient éventuellement à même de satisfaire les revendications des Gilets jaunes. Et il semblerait qu'il y a un certain nombre de Gilets jaunes, et notamment un porte-parole local qui s'appelle François Boulot, qui lui, quand il parle de la suite du mouvement, il dit il y a deux plans, le plan A, le plan B. Le plan A, c'est qu'il faut que le mouvement se massifie, mais sans être violent, parce qu'on n'a pas besoin des casseurs, et que ce mouvement de masse soit tellement important que le gouvernement démissionne. Et dans ce cas-là, on fait de nouvelles élections. Et dans ce cas-là, de ces élections, sortira un candidat pour lequel on pourra voter, qui pourra réellement satisfaire les revendications des Gilets jaunes. Ça, c'est le plan A. Et donc, ça suppose un rapport de force considérable. Et le plan B, c'est que si on n'y arrive pas, on prépare ça pour la prochaine échéance électorale. Et Boulot, il dit très clairement, c'est une révolution par les urnes et par les institutions. Voilà. Et donc là, pour ça, je dis que l'une des menaces possibles, c'est le devenir politique au sens institutionnel du gouvernement. Parce que moi, j'ai aucune méfiance à l'égard des intentions de François Boulot. François Boulot, il porte des revendications. Qui sont les revendications que portent les Gilets jaunes, qui consistent en gros à frapper plus durement en termes d'impôts les plus riches et à faire des mesures sociales et fiscales qui favorisent les plus démunis. C'est en gros ce que tout le monde demande chez les Gilets jaunes. Mais l'illusion qu'il est en train d'entretenir, c'est que finalement, le problème, c'est ceux qui sont aux affaires politiques. Et si on réussissait à désigner les bonnes personnes qui nous représenteraient réellement, alors dans ce cas-là, elles pourraient mettre en œuvre des mesures qui iraient réellement dans le sens de l'intérêt général. Voilà. Et c'est ça le piège où finalement c'est la voie extrême de l'espèce de neutralisation du mouvement neutralisation du mouvement dans lequel on est. Et ça renvoie, moi ce serait ma dernière critique, c'est que il y a quelque chose qu'on a quand même loupé pendant le mouvement, quelque chose qui n'a pas surgi, c'est qu'en fait on sait bien que la démocratie parlementaire et représentative, c'est le système politique qui accompagne tout naturellement un système économique qu'on appelle l'économie de marché et le capitalisme. Et ça va ensemble. Voilà. Donc, on peut pas avoir, alors dans ce côté, ça va absolument ensemble. Et que si révolution il y a, à un moment donné, la question qui doit se poser, c'est pas simplement le dégagisme, on en a marre des élites et qui nous méprisent. La question, c'est comment on fait pour produire, on va dire, ce dont on a besoin. Voilà. Et par exemple, c'est des questions que nous on avait affrontées, la question sur la ZAD. Et traditionnellement, le mouvement ouvrier, il avait une réponse à ça. C'était le communisme. Le communisme, dans sa version stalinienne et dégueulasse, c'était l'étatisation des moyens de production. Voilà. On n'en veut pas, mais au moins il y avait un fantasme à un moment donné. Ce fantasme, c'était est-ce qu'on peut pas se réapproprier ? Il y a une version plus libertaire, qui est l'expérience des anarchistes de 36. Est-ce qu'on peut pas se réapproprier, c'est-à-dire collectiviser les moyens de production et pas étatiser? Est-ce qu'on ne peut pas se réapproprier les moyens de production pour réussir à décider ensemble qu'est-ce qu'on veut produire, comment, pourquoi, et pas simplement pour enrichir une minorité? Ces questions, elles n'ont pas réussi à surgir. Et nous, l'une des manières dont on se les pose en général, ces questions, c'est plutôt sur par exemple, sous l'angle de l'expérience de la ZAD, c'est qu'on va pas attendre le grand soir, on va pas attendre demain. C'est comment est-ce qu'on peut faire vivre ici et maintenant des espaces qui sont déjà des espaces où on se pose la question de comment produire nos conditions d'existence sans que ça soit inscrit dans la logique marchande dominante. Et ces questions, elles n'ont pas tellement traversé en quelque sorte la question des Gilets jaunes. Et donc, ce qui veut dire qu'en termes de perspective, on a un petit manque. Et c'est surprenant parce qu'en fait, les ouvriers, on l'a dit tout à l'heure, ils ont tous un savoir-faire trop fort pour construire des cabanes, pour fabriquer des boucliers et compagnie, mais ils sont au cœur du processus de production aussi, tu vois. Donc, ils pourraient aussi, il aurait pu y avoir ce basculement. Et en fait, personne ne le porte réellement. Et moi, ce que je pense, c'est que c'est pas aux révolutionnaires de le porter, parce que sinon, justement, tu vends ta soupe. C'est comment est-ce que, dans un processus, tu vois, cette expérience, elle vient. Mais là, il y a quelque chose qui nous manque en termes d'imaginaire révolutionnaire. Et c'est qu'aussi, en fait, entre aujourd'hui et la Révolution française, c'est comme si c'était rien passé, quoi. Tu vois, là, je viens de parler de 36, les congés payés en France, la Révolution espagnole. Et donc, ça manque un peu, quoi, le mouvement ouvrier au 19e siècle, pour réussir à comprendre que ce qu'on a à battre, malheureusement, c'est un peu plus compliqué qu'un président, quoi. Aussi méprisable soit-il. Moi, je voudrais juste peut-être pour conclure un petit peu, mais en fait, je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est cette idée de la perspective et de l'organisation. Moi, j'ai une frustration par rapport à ce qui s'est passé dans ce mouvement, qui n'est pas lié au mouvement d'ailleurs, mais c'est la perte des ronds-points, en fait. Je pense que pour arriver à cet imaginaire révolutionnaire et pour arriver à une espèce d'auto-organisation au niveau local,
il aurait fallu que les ronds-points continuent à vivre. Je dis ça parce que moi, mon terrain, c'est l'éducation populaire politique. Et tout à l'heure, on enregistrait une émission, on se posait la question. Et pour moi, l'éducation populaire politique, c'est ce qu'ont fait les Gilets jaunes sur les ronds-points. C'est-à-dire, on se raconte nos vécus, nos colères, nos indignations. Ensuite, on commence à réfléchir à qu'est-ce qu'on veut pour demain. Et ensuite, on le met en œuvre. Et je pense que détruire les ronds-points a coupé ce processus qui était en marche. Petite dédicace à Manu Macron. Mais non, c'est vraiment, je pense, peut-être là où le mouvement a malheureusement pas réussi peut-être à aller encore plus loin pour partager encore plus quelles sont les perspectives et comment est-ce que des gens qui ont vécu des expériences comme la ZAD peuvent les partager et peuvent permettre à d'autres de se dire mais c'est possible de s'organiser politiquement sur un territoire sans avoir à croire à des élus qui finalement ne représentent que leurs propres intérêts. Et je crois que s'il y a un combat, c'est peut-être de reprendre les ronds-points pour continuer à se réorganiser, mais... Je rajoute un tout petit truc. Oui, effectivement, mais justement, ils ont bien compris. C'est pour ça qu'aussi la destruction des ronds-points, ça a été l'un des éléments de la stratégie contre-révolutionnaire. Tu as raison. S'ils n'avaient pas détruit les dizaines de cabanes qu'on a construites, ce seraient des villages, effectivement. Tu vois, et que là, à la fois, ça a déliré. Peut-être qu'il faudrait faire un potager et compagnie. Là, il n'y a pas la puissance parce que il l'a rappelé. Maintenant, il y a des arrêtés préfectoraux en permanence, donc ils viennent en permanence mettre la pression. C'est sûr qu'il y avait une possibilité de débordement qui était considérable. Et qui était hyper déstabilisante. Il y avait des expériences folles auraient pu être faites. Après, sur la question, l'autre possibilité, tout à l'heure je disais, il y a une possibilité qui est le renforcement, en gros, de la frustration, qui est toujours un mauvais schéma, enfin une nouvelle recette pour le fascisme. L'autre possibilité, si finalement il se passe pas grand-chose dans l'immédiat, et qu'évidemment, il est clair que la solution, c'est pas qu'il y ait une super liste prochaine présidentielle qui servirait les intérêts des Gilets jaunes, quoi. Même si on peut quand même faire beaucoup moins dégueulasse que Macron, je crois que c'est quand même possible, une petite marge de manœuvre, mais bon, moi, c'est pas ce qui me fait bander. L'autre possibilité, c'est que, en fait, les gens restent fidèles à ce qu'ils ont vécu. Voilà. L'inquiétude, ce serait ça, c'est qu'ils disent putain, tout ça pour rien, c'est de la merde, j'ai perdu 4 mois, et que donc ils trahissent, en quelque sorte, l'amour dont ils ont fait l'expérience. Donc l'autre possibilité, c'est que les gens restent fidèles à ce qu'ils avaient vécu, et que du coup, effectivement, comme il le disait, c'est pas tant que le mouvement s'essouffle, c'est qu'il a été asphyxié. Tu vois, à un moment donné, voilà, t'es asphyxié, t'arrives plus à respirer, t'y arrives plus. Mais que cette fidélité à cet amour et cette rage qui restait intacte, elle peut ressurgir à n'importe quel moment. Voilà, là, ils sont en train de préparer. Tout le monde commence à reparler de l'allongement du départ à la retraite à 65 ans. Peut-être qu'ils vont supprimer le RSA. Tu vois, en fait, ils en ont encore beaucoup dans la besace. Tu vois, il faut pas négliger le fait que, quand bien même, et c'est un peu ce que disait notre ami tout à l'heure, quand bien même finalement il y aurait rien d'absolument obtenu immédiatement. Tu vois, peut-être que ça peut ressurgir à n'importe quel moment en étant justement fort de tout ce qui a été vécu en termes d'expérience politique et en termes d'organisation. Ok, je réalise qu'il y a beaucoup notamment d'anecdotes sur lesquelles on n'est pas revenu, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'entre le boxeur, les différentes anecdotes un peu folles, que ce soit localement ou nationalement, ça aurait été un peu long, je pense, de faire un historique de tout ce qui s'est passé. Mais du coup, je sais pas, j'ai envie de vous remercier parce que c'était vraiment intéressant, c'était à la fois concret et théorique. C'était assez intéressant de faire l'aller-retour entre les deux. Est-ce que vous voulez rajouter quand même quelque chose avant qu'on se quitte ? Oh, je suis fatigué. Ouais, on est tous un peu fatigués. Bon, du coup, on se laisse avec une petite chanson envoyée par un gilet jaune au piano. J'espère que vous allez reconnaître. Et puis, à bientôt. C'est Boca River. Tous les gilets jaunes en l'air, ok? Alors tout le monde, doucement. Emmanuel Macron, oh tête de con, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, oh tête de con.
Allez, allez, tout le monde, allez. Emmanuel Macron, au tête de con. Les mecs, c'était pas ce fond, on va leur refaire.